Donc on est ravis d'accueillir Maël Faucheur qui va intervenir, et aussi je remercie d'être là à David Farjean, que vous connaissez bien, qui est un enseignant de la licence pro, et à Louis, qui est un ancien licence pro de l'année dernière et qui a fait un très beau stage en suivant un atelier en milieu carcéral l'année dernière. Donc on a pensé que peut-être tu pourrais intervenir pour dialoguer avec Maël. Et donc je vais tout de suite laisser la parole à mes amis, mais j'en profite et je parle aussi à ceux qui sont à distance. Je commence par faire de la pub, parce que donc jeudi 10 avril, on a une rencontre conférence sur Freinet, donc l'éducation nouvelle et cette tradition-là. Donc, comme d'habitude ici, de 17h à 19h. La particularité, c'est qu'il faut s'inscrire à cette rencontre, conférence, pour des raisons qui sont liées à la méthodologie du travail. Elle veut savoir à l'avance combien de personnes il y a, etc. Et donc, sur le site du RIT, que évidemment vous connaissez tous, ou alors sur la page Facebook de la licence pro, vous avez un formulaire pour vous inscrire à cette rencontre. Donc faites-le si vous êtes intéressé. Toujours pour les membres du RIT, réseau des intervenants en théâtre-éducation, qu'on essaye de faire monter. Donc on fait de la pub pour qu'il y ait des adhésions. Pour les adhérents au RIT, il y aura j'ai oublié que le 10 avril, ce sera de 17h à 19h. Un horaire un peu différent par rapport aux habitudes. Et le 29 avril, donc rencontre avec Bernard Grosjean, que vous connaissez aussi, autour des rapports avec les théories de Bruno Bettelheim. Et ça sera le 29 avril, cette fois-ci, toujours à 19h. Voilà, j'ai meublé un peu. Et donc maintenant, je passe la parole aux vrais animateurs de la soirée. Merci Marco, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je ne vais pas prendre la parole longtemps. Dans le cadre de cette soirée du RIT, c'est juste pour dire que moi, dans mes fonctions là, d'enseignant en licence pro, encadrement d'atelier, ça fait 3 ans que régulièrement les étudiants viennent me voir et sont très intrigués par les ateliers en milieu carcéral. Et que la prison est un lieu qui suscite beaucoup de craintes, beaucoup de fantasmes. Voilà. Et on s'est dit que là c'était un cadre intéressant. Lydie, pour... ferme ton micro, Lydie. On s'est dit que vraiment c'était un cadre intéressant. Ferme ton micro. Ce cadre-là pour aborder en détail et avec un peu de profondeur la question de c'est quoi un atelier théâtre en milieu carcéral. Maël et moi, on s'est rencontrés il y a une petite dizaine d'années et on s'est rencontrés. Sûrement, ouais. On s'est rencontrés dans un théâtre à Mantes-la-Jolie qui s'appelle le Collectif 12. Et le Collectif 12 est un théâtre qui a de longue date un partenariat avec la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, qui est pas très loin, et où les artistes intervenant au Collectif 12 ont l'opportunité de pouvoir aller donner des ateliers là-bas. Et voilà, c'est juste pour ça, le cadre général, de se dire que les ateliers en milieu carcéral peuvent aussi se faire par l'entre-gens d'un théâtre, d'une institution théâtrale, pas seulement.
Et que Maëlle, elle se présentera beaucoup mieux que ce que moi je vais le faire, donc je vais vraiment te laisser te présenter. Mais qu'en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le travail que tu développes avec ta compagnie depuis de nombreuses années maintenant, c'est ancré dans cette rencontre entre ton travail de création et le travail d'atelier que tu fais dans différents établissements pénitentiaires. On peut le formuler comme ça. Oui, carrément. C'est pas mal. Et donc, on va laisser Maëlle se présenter et présenter son travail. Louis et moi, on a en quelque sorte une fonction d'animateur, de modérateur, mais on n'a aucun doute sur le fait que les questions jailliront spontanément de votre côté et que si vraiment vous n'avez pas de questions, on relancera. Mais l'idée, c'est que l'échange il se fasse là. Ouais, soyez curieux. Voilà. On te laisse, Maëlle. Ouais, ok. Ouais. Merci. Du coup, merci de m'avoir invité. Bonsoir à vous. Enchantée de vous rencontrer. Moi, en fait, je me dis que j'ai prévu un déroulé pour vous expliquer un peu ce qui me semble essentiel dans les ateliers en détention, donner un peu un paysage aussi de ce que ça représente d'intervenir en prison. Mais que j'ai envie de laisser beaucoup de place à vos questions, parce que justement, il y a, je pense, pas mal de fantasmes, de représentations, d'interrogations autour de la détention. Et donc, c'est intéressant de partir de ce que vous, là, vous en imaginez, ou ce qui peut vous intriguer ou vous intéresser dans le fait d'intervenir en détention potentiellement. Et oui, voilà, partir un peu de ça aussi parce que je me suis un peu habituée. En fait, donc moi, je suis comédienne et je suis metteuse en scène. Et ça fait 15 ans que j'interviens en prison. Donc, en fait, petit à petit, il y a quand même une habitude qui se crée, même si j'y vais pas tous les jours. En fait, c'est des projets qui sont ponctuels, mais très régulièrement. Et du coup, par exemple, je me suis un peu habituée à la porte métallique très lourde qu'on doit pousser. Enfin, c'est quelque chose qui fait partie de mon imaginaire. Alors que, bien sûr que les lieux sont impressionnants et la symbolique aussi des lieux est impressionnante. Ça ne veut pas dire que ça me touche plus. Enfin, je suis toujours consciente que j'interviens dans un milieu qui est très particulier. Mais voilà, disons qu'en tout cas, j'ai déconstruit pas mal de choses, moi, de mon côté, quoi. Sur les représentations que je pouvais avoir avant d'y entrer. J'ai même un peu oublié, parfois, ce que je me disais avant. Donc, voilà. Du coup, je vais d'abord un tout petit peu expliquer comment ça m'est arrivé d'intervenir en prison, comment ça a commencé. Parce que c'est vrai que c'était pas un désir de ma part, enfin j'y avais jamais pensé en fait. C'est que ça faisait pas très longtemps qu'on travaillait dans un lieu, on était en résidence dans un lieu qui s'appelle Main d'œuvre à Saint-Ouen, c'est un lieu culturel. Et on faisait pas mal d'ateliers en lien avec nos créations, par exemple avec des seniors, on a travaillé dans un hôpital de jour aussi. Et eux, ils nous ont proposé, un peu comme le fait le collectif 12 au fond en fait, ils avaient un partenariat eux avec la maison d'arrêt de Villepinte, d'intervenir en prison. Et on s'est dit, franchement on a un peu hésité, hein. On s'est pas dit tout de suite, ouais génial tout ça. On a un peu hésité, on s'est posé la question, on s'est dit quand même c'est une expérience intéressante, on a envie de savoir qu'est-ce qui peut se passer. Et le premier atelier a été très fort, mais c'était aussi très déstabilisant. Et on avait, je vais vous expliquer un peu après les questions. Je vais essayer de les définir le mieux possible, les questions qui se posent en fait quand on intervient en détention. Mais du coup, la première fois, forcément, on prend un peu tout ça comme ça, quoi. Donc, on ne se sent pas forcément répondre de manière la plus adéquate à la situation, parce qu'on est soi-même submergé. C'est quand même assez fort et assez émotionnel, et la rencontre avec les personnes, elle est très forte aussi. Donc, on est un peu déplacé, en fait, je crois. Du coup, c'est vraiment suite à ce premier atelier qu'on s'est dit, on a envie de le refaire. Et là, ça devait être 1 an ou 2 ans plus tard, c'était vraiment un coup de cœur. C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est vraiment un coup de cœur de se dire, mais c'est un endroit, en fait, où il n'y a aucun autre endroit où les gens font ce type d'expérience. C'est-à-dire, ils n'ont jamais fait de théâtre, ils n'ont jamais fait d'activité artistique. Peut-être que si, ils en ont fait, mais peut-être, je ne sais pas. En tout cas, pas de théâtre. Quelque chose... s'ils en ont fait, c'est une pratique qui est loin de ce qu'a priori on propose. Et là, ils se disent pourquoi pas. Alors ils disent pourquoi pas pour plusieurs raisons. C'est que d'une part, ils ont envie de sortir de cellules, parce que du coup, c'est l'occasion de sortir de cellules. C'est l'occasion d'être aussi amenés à rencontrer d'autres personnes qui sont incarcérées.
d'essayer quelque chose, de se dire je suis à un moment de ma vie où voilà, je me retrouve incarcérée, on me propose ça, pourquoi pas, je vais voir, on ne sait jamais. Et donc c'est un espace très particulier qui n'existe pas trop, de mon point de vue, dans la vie. Dans d'autres ateliers, c'est très différent en fait. Les gens, ils ont leur vie, ils sont occupés, voilà. Là, il y a un espèce de temps arrêté quand même. Donc la disponibilité à la rencontre, elle n'est pas la même. Et il y a aussi plein de questionnements qui surgissent de l'incarcération, parce que évidemment que c'est pas quelque chose qui dit va de l'avant, c'est super, ta vie tu la mènes de la bonne manière, faut que tu continues, va de l'avant. C'est quand même un signal qui dit qu'il y a un problème. Après, on le prend comme on veut. Chacun, je veux dire, en fait aussi, l'interprète à sa manière et réfléchit dessus à sa manière, mais il y a quand même un signal qui est donné par la société qui dit remets-toi en question, en fait. Voilà, tu es puni et remets-toi en question. Donc, je pense que c'est pour ça que ça a eu lieu, ce coup de cœur, de se dire... et aussi parce qu'il y avait... peut-être ce groupe était particulier aussi, ce groupe de participants, mais il y avait une nécessité de la parole que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup ailleurs, quoi. C'est-à-dire que les gens, là, ils ont... Oui, ils ont vraiment... Pas tous, mais il y en a quand même pas mal qui ont vraiment envie de transmettre des choses et de dire des choses et besoin de le dire. Et ça, c'est une question théâtrale qui est forte pour moi, en tout cas, le besoin de s'exprimer, quoi, le besoin de parler, le besoin de prendre des positions. Voilà. Je voulais pas en parler autant, mais en fait, je suis trop bavarde. Donc, je voulais faire un tout petit début. Après, je voulais vous parler un peu des différents régimes d'incarcération pour que vous sachiez un petit peu de quoi on parle. En fait, il y a deux possibilités principales. C'est la maison d'arrêt d'un côté, parce que c'est pas un établissement pour peine, c'est-à-dire que les gens sont prévenus, ils sont en attente de jugement, ou alors ils sont là pour des peines de moins de 2 ans. Donc, en fait, le régime d'incarcération n'est pas le même. En général, les gens sont en cellules à plusieurs. Donc, ça peut être de 2 à 6, à 8, à 12 même. Mais on va dire que le plus courant, c'est 2, 3, voire 6. Suivant les établissements, il y a beaucoup de différences. Alors qu'en établissement pour peine, normalement, on est en cellule individuelle. Parce qu'on a été jugé, condamné, du coup, à une peine de plus de 2 ans. Et donc, nos droits ne sont pas les mêmes. Voilà, donc ça change un peu, en fait, quand on intervient en détention, ça va changer un petit peu... ça va changer même pas mal de choses, et j'essaierai d'expliquer pourquoi, en fait, qu'est-ce qui est différent. Donc, dans ces établissements pour peine, il y en a plusieurs types. Il y a le centre de détention, donc c'est quand on a été condamné à une peine de plus de 2 ans. Il y a la maison centrale, qui est plutôt pour des longues peines et des peines avec une surveillance renforcée. C'est des quartiers, voilà, de privation de liberté... augmenté, je ne sais pas comment dire ça autrement. Et après, il y a du coup les établissements pour mineurs, les quartiers mineurs dans les maisons d'arrêt, dans d'autres établissements. Et les établissements pénitentiaires, ça veut juste dire qu'en fait, c'est mixte. Par exemple, il peut y avoir une partie maison d'arrêt, une partie maison centrale, une partie centre de détention, une partie maison centrale, voilà. Et après, il y a des établissements pour peine aménagée ou de semi-liberté. Moi, je ne suis pas du tout intervenue dans ce type d'établissement. Donc du coup, j'en parlerai pas. Voilà. Je pense aussi qu'il y a moins d'activités artistiques qui sont proposées. Parce que les gens travaillent, tout ça, ils sont dans un autre contexte. Sur ces établissements, il y a beaucoup de différences, en fait. Moi, ce que je trouve peut-être ce qui m'a choqué le plus au départ, c'est le fait que les règles sont jamais les mêmes. Alors, on se dit, on entre dans un symbole de la loi, en fait, de l'application de la loi. Et quand on change de détention, c'est pas les mêmes règles, c'est pas la même manière de fonctionner. Alors, c'est en partie lié au bâtiment aussi, comment il fonctionne, etc. Mais en fait, il y a une indépendance assez grande de chaque direction d'établissement sur la manière dont elle souhaite s'organiser. Pour donner un exemple, quand on intervient, on présente sa pièce d'identité et on peut avoir un badge en échange et on se balade dans la détention comme ça, ou alors on n'a pas de badge et on présente 4 fois sa pièce d'identité, à chaque pic on présente sa pièce d'identité. Parfois on peut avoir ce qu'on appelle une API, donc c'est une sorte de petit alarme qui nous permet, si jamais on a un problème, de faire venir les ERIS, qui sont des sortes de surveillants un peu renforcés, je ne sais pas comment vous dire, avec... très costauds, avec plein d'armes partout. Ils sont très impressionnants. Il y a un peu des Robocop, voilà. C'est des surveillants un peu plus musclés qui viennent quand il y a des problèmes.
Bon, moi, ça m'est jamais arrivé, mais en fait, c'est vrai qu'il y a pas mal de lieux où on a cette alarme sur soi au cas où et on peut appuyer sur un bouton rouge si jamais on a un problème, alors qu'il y a d'autres détentions où on n'en a pas. Enfin, voilà, c'est pour vous dire un peu que les règles changent un peu partout, quoi. Donc ça, c'est aussi... Ça veut dire qu'on doit à chaque fois s'adapter en fait en tant qu'intervenant, comprendre. Parfois on met un peu de temps à comprendre parce que c'est compliqué, parce qu'on s'est habitué à quelque chose. Par exemple, j'intervenais sur 2 prisons à la fois et il y en a une où il faut pousser la porte hyper fort parce qu'elle est hyper lourde et l'autre, la porte est automatique, il ne faut surtout pas la toucher parce que sinon, je sais pas quoi, ça dérègle tout. Nanana. Donc il y a une dame qui dit « Attention, il ne faut pas la toucher !» Voilà, il y a toujours des petites choses comme des grandes choses dans lesquelles on est un peu déstabilisé, on doit toujours s'adapter, essayer de comprendre. Les surveillants aussi, même dans une même détention, ils vont dire des choses différentes. Un jour, ça va se passer comme ça avec telle personne, un jour, ça va se passer de telle autre façon avec telle autre personne. Donc, il faut toujours s'adapter, essayer de comprendre pourquoi la personne nous dit non, pourquoi elle refuse telle chose, d'être diplomate aussi, d'accepter l'arbitraire, on va dire. Enfin, ce qui semble arbitraire, parce qu'on ne comprend pas tout, mais... Voilà. Dans la détention aussi, c'est très différent qu'on intervienne chez des femmes ou chez les hommes ou chez les mineurs. La spécificité des mineurs, c'est qu'on n'est pas seul du coup avec eux. Il y a toujours un éducateur et un surveillant. Alors que quand on est avec les femmes, les hommes, enfin dès qu'ils sont majeurs, on est seul en atelier. Alors parfois on peut être enfermé dans la salle, parfois on peut dire que c'est interdit de nous enfermer dans la salle. Enfin, bon. Ça, sur les choses concrètes, ça change beaucoup. Moi, ce que je trouve important là-dedans, en tant qu'intervenant, c'est d'essayer de comprendre comment les gens arrivent. Parce qu'en fait, c'est primordial en prison, on n'y pense pas forcément. Mais en fait, il faut qu'ils arrivent. Donc ici, ils sont en cellule fermée, ce qui est le cas du coup. En fait, on va dire que la maison d'arrêt, les mouvements, ils sont un peu plus compliqués parce qu'il n'y a pas de régime ouvert. En centre de détention, il y a des quartiers où les gens ont la clé de leur cellule, en fait. Genre de 10h à 19h, eh ben, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, ils font ce qu'ils veulent, non, ils font pas ce qu'ils veulent, mais je veux dire, ils peuvent sortir et rentrer de leur cellule, aller voir d'autres personnes, etc. Alors qu'en maison d'arrêt, le surveillant, il doit ouvrir chaque porte, faire venir chaque personne. Donc tout ça change un peu les choses. Et suivant là où on intervient, par exemple, à Bois d'Arcy, il l'appelle l'écureuil, c'est un surveillant qui a toutes les clés et qui appelle ses collègues et qui dit voilà, c'est l'activité un tel qui commence, j'ai besoin de un tel. Et les personnes lui répondent en lui disant ok, lui il a dit non parce que si, lui il a dit non parce que ça, lui il vient, je te l'envoie, etc. Donc c'est lui qui va rassembler en fait les personnes et une fois qu'elles seront toutes là, on va y aller. Et ça simplifie beaucoup les choses parce que parfois c'est vraiment, on peut attendre 1 heure les personnes, on peut aller relancer 4 fois le surveillant, lui dire mais je comprends pas, cette personne elle veut venir, elle me dit à chaque fois qu'elle a du mal à venir, est-ce que vous pouvez pas s'il vous plaît lui demander, le re-appeler et il va nous dire non là c'est les mouvements. Donc en fait c'est aussi très réglé la détention. Quand on arrive qu'on a 1 heure d'activité, c'est important d'arriver un petit peu en avance, qu'on met du temps souvent à rentrer dans la prison et le moment où on est là en atelier, voilà, ça a pris un petit peu de temps. Mais si on est trop décalé, en fait, par exemple, si l'atelier commence à 14h et que moi j'arrive à 14h15, ils ont déjà lancé la promenade. Donc ils vont me dire non, on va pas lancer l'activité. Il faut d'abord que les gens de la promenade remontent, qu'il y ait le déplacement qui soit fait. Et ensuite, peut-être, ça va être le travail, le retour des ATF, des ateliers. Bon, bref, ça va tout décaler. C'est vraiment... on est dans un truc qui ne fonctionne pas déjà hyper bien. Donc, dès qu'on décale quelque chose, c'est vraiment la cata et plus rien ne marche, quoi. Et aussi, eux, en cellule, comme ils attendent et qu'ils se disent non, elle n'est pas venue, tout ça, là, c'est l'heure de la promenade. Ça se trouve, elle ne va pas venir. Donc, je vais aller en promenade parce que sinon, je ne vais pas sortir de la journée. Donc, ça veut dire que il ne viendra pas. Il vous dira la semaine d'après, non, j'étais en promenade parce que je pensais que tu venais pas. Donc, voilà, ça, c'est un peu des choses... pour essayer de donner un peu des éléments concrets de ce qui peut se passer. Après, sur les personnes, il y a beaucoup de violence chez les mineurs, alors que chez les majeurs, moi, j'en ai pas vu. Mais chez les mineurs, c'est vrai que des fois, ils se bagarrent, tout ça. Enfin, ça part très vite, hein. Franchement, moi, je trouve que c'est un peu impressionnant. Enfin, je m'y attendais pas, quoi, en fait. Je m'attendais pas à ce que ça parte aussi vite, mais voilà, ça part très, très vite en bagarre, mais du coup c'est pas trop à nous de le gérer parce que y a le surveillant, il y a l'éducateur, donc ça permet aussi de rester focalisé sur l'atelier théâtre et de pas prendre cette posture
voilà, trop. Mais bon, des fois, quand même, on le fait un petit peu parce quand on voit que c'est le démarrage de la dispute, on intervient pour essayer que ça monte pas trop, etc. Après, chez les femmes, ce que moi j'ai vu vraiment, c'est que quand on est en maison d'arrêt, il y a énormément d'étrangères. Moi, je dirais peut-être 50% d'étrangères, mais d'étrangères qui maîtrisent vraiment mal la langue, très peu, pas du tout. Et du coup, ça, c'est compliqué. Enfin, c'est quand même quelque chose avec lequel il faut s'attendre à travailler et anticiper cette question ou savoir s'adapter très bien, parce que c'est pas évident. Pour donner un exemple, un atelier, en fait, il y avait deux sœurs qui venaient du Suriname, et du coup, elles parlaient take ou hollandais, enfin, quelque chose comme un peu hollandais. Et on s'est dit, comment les faire travailler, parce que nous, on parle pas assez de langue, en fait. Donc, c'était un atelier d'écriture, en plus. Du coup, on leur a demandé d'écrire dans leur langue, en fait. Enfin, pas en take, parce qu'on savait qu'on allait pas connaître des personnes qui allaient pouvoir traduire. C'était il y a longtemps, hein, donc il n'y avait pas autant de traduction automatique sur Internet, tout ça. Et du coup, on a demandé à une amie de traduire, parce que elle c'était pas exactement la même langue, mais bon, voilà. Avec le néerlandais, en fait, elle s'est débrouillée pour traduire, et on était hyper... voilà, on peut se retrouver dans des situations qui sont hyper étranges, parce qu'en fait, ces deux sœurs, elles disent je suis éloignée de ma famille, la nourriture de mon pays me manque, j'ai pas vu mes enfants depuis 2 ans, s'il vous plaît, laissez-moi appeler ma famille. Donc nous, on s'est dit, ok, c'est un peu bizarre de faire un atelier théâtre alors que les personnes sont dans la détresse, en fait, de ne pas pouvoir communiquer, de ne pas pouvoir expliquer leurs besoins, que personne ne traduit rien pour eux. Donc c'est un peu pour vous expliquer que des fois, on peut être dans des situations vraiment où on se dit, mais quelle est notre place, en fait ? On est là en tant qu'artiste et en fait, on se retrouve dans des situations dramatiques auxquelles on ne peut pas grand-chose. Donc on en a parlé aux surveillantes, on a dit, mais est-ce qu'elle ne peut pas appeler sa famille, etc. Enfin, on a essayé de poser des questions, de faire ce qu'on pouvait. Mais on n'a pas vraiment été sûr de la finalité de l'histoire parce qu'on ne pouvait pas très bien communiquer avec elle. Voilà, c'est un peu pour expliquer des possibilités, on va dire, où ça peut aller assez loin dans la difficulté et même la question du sens du théâtre, en fait. Pour autant, ces deux sœurs, elles ont vraiment été jusqu'au bout du projet et elles ont présenté, du coup, dans un théâtre, leur texte qu'elle disait, elle, du coup, en hollandais, qui était traduit en français. Et je pense que c'était quand même une belle expérience pour elle que de faire ça. Et c'était aussi intéressant de voir comment le public le reçoit. Parce que ça raconte quelque chose de la prison, en fait, qu'elle soit dans cette situation. Et là, c'est très bizarre. À la Maison d'arrêt des femmes de Fleury, il y a encore des bonnes sœurs. Enfin bon, c'est... Vraiment, on est dans des extrêmes. Enfin, Villepinte, c'est un préfabriqué. C'est une prison récente où... voilà, je ne sais pas comment dire, tout est hyper moderne et tout ça. Et la maison d'arrêt de Fleury, c'est une ancienne maison d'arrêt, mais il y a encore des bonnes sœurs qui sont là avec les surveillantes et qui gèrent certaines choses de la détention. Donc on est un peu dans des mondes parallèles. Mais ça explique un peu, voilà, à quel point ça peut être très différent. Et pour expliquer aussi l'influence que ça peut avoir sur l'atelier, c'est que, évidemment, quand cette femme, elle est dans cette situation, ce que nous, on a prévu, il est remis en question et on doit se poser la question de ce qu'on veut en faire par rapport à cette situation. Et c'est aussi à chaque fois que, disons, plus les gens souffrent en détention, plus les conditions de détention sont dures, plus ils vont en parler dans l'atelier et plus on va devoir faire avec. Et voilà, se positionner au fond par rapport à ça, se demander comment on l'accueille. Donc, en gros, la maison d'arrêt, c'est dur. C'est beaucoup plus dur, en fait, que le centre de détention. Après, les difficultés du centre de détention, c'est que les gens, ils sont là pour longtemps. Donc, parfois, c'est pas tout rose non plus, quoi. Je veux dire, cette idée d'être extrait de la société pendant aussi longtemps, il y a beaucoup de questions aussi quand on intervient chez les femmes. En tout cas, ça devient vite émotionnel parce qu'il y a des enfants derrière. Les hommes en parlent beaucoup moins, même si parfois ça arrive, qu'ils parlent de leurs enfants. Et il y a aussi la pouponnière, par exemple, à Fleury. Donc, il y a des femmes enceintes et des femmes qui sont là avec leur bébé. Donc, ça peut être un peu... l'atelier, ça peut être l'endroit où elles viennent pleurer, raconter à quel point c'est dur et tout ça, quoi. Ça peut être ça. Mais ça peut aussi être chez les hommes, vraiment,
des fois, on est très très loin de l'émotionnel. On peut être dans quelque chose de très rigolo. Enfin, je sais pas comment dire, c'est pas rigolo, mais ouais, enfin, il y a quand même une espèce de... Ouais, c'est joyeux. Enfin, on peut vraiment s'amuser à faire du théâtre et se dire que c'est qu'on en a besoin comme une sorte de respiration et qu'il y a beaucoup de camaraderie, un truc un peu comme ça. Donc, c'est vrai que les émotions, les intensités, les sensibilités qui s'expriment, elles sont très variables et elles dépendent aussi effectivement du contexte. En maison d'arrêt, il y a beaucoup de tensions parce que, par exemple, parce que en fait, le surveillant a la clé et qu'on est enfermé, donc en fait, il a un pouvoir qui n'est pas le même qu'en centre de détention. Et par exemple, ils ont droit à 3 douches par semaine, donc ça crée des tensions parce que, il y a plein de gens qui veulent se laver tous les jours en fait. Et donc, comme c'est au bon vouloir du surveillant, voilà. Et après, il y a plein d'astuces aussi pour essayer de prendre sa douche tous les jours, enfin, ce genre de choses. Voilà. Ça, c'était un peu pour essayer de dresser un peu un portrait de ce qu'il pouvait y avoir comme différence dans les établissements, dans les publics. Après, oui, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que les femmes, c'est 3% de la population pénale, donc elles sont très peu nombreuses. Les mineurs aussi sont peu nombreux, mais ça, on peut l'imaginer, c'est à peu près 1%. Et voilà, donc parfois, il y a je dis ça aussi pour les femmes, parce qu'il y a pas mal de personnes qui auraient peut-être plus envie d'intervenir auprès des femmes. Mais en fait, les femmes, elles sont très occupées d'une part, et d'autre part, elles sont peu nombreuses. Voilà. Et du coup, peut-être que je vais vous expliquer un peu... Alors, j'ai pas raconté le protocole quand on rentre en détention, mais bon, en gros, il faut envoyer sa pièce d'identité 1 mois à l'avance. Si on a des demandes de matériel aussi, il faut le faire en avance. C'est à peu près... Bon, ça dépend un peu des prisons, en fait. Hein. Tout dépend un peu des prisons, mais en général, on va dire que c'est à peu près 1 mois en avance. Et puis, il faut accepter que ça marche pas très bien. Que des fois, on va pouvoir rentrer avec son ordinateur. Et puis, des fois, non, parce que en fait, le surveillant, à l'entrée, il dit que son attestation, c'est pas la bonne. Enfin... Il y a beaucoup d'aléas, en fait. Et les personnes aussi, elles vont parler beaucoup de ces aléas. Elles vont dire, moi, j'ai été empêchée de venir la dernière fois, le surveillant ne veut pas m'ouvrir la porte, etc. On va être un peu au cœur aussi de ces tensions entre, on va dire, la pénitentiaire. Parce que du coup, il y a 2 directions dans un établissement. Il y a le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui, lui, du coup, a monté l'activité avec nous, puisque, du coup, il y a un coordinateur culturel dans chaque établissement qui programme des activités assez diverses, en fait. Hein. Ça peut être un concert, du coup, un atelier théâtre, ça peut être des cours de piano, enfin, ce genre de choses. Et du coup, dans le SPIP, il y a aussi les CPIP, donc les conseillères pénitentiaires d'insertion et de probation. Chaque CPIP a à peu près suit à peu près une centaine de personnes détenues. Voilà, dans une perspective de réinsertion et d'accompagnement des personnes dans leurs droits, dans leurs demandes, de mise en liberté, ce genre de choses. Et après, du coup, il y a vraiment la direction, le côté pénitentiaire, le côté surveillant, direction de la prison. Et c'est un peu comme... en fait, ils dépendent tous les 2 du ministère de la Justice, mais il n'y en a pas un qui décide plus au cœur de la détention que l'autre. Donc, en fait, le SPIP fait des actions en faveur de la réinsertion. Et on va dire que la direction de l'établissement, elle sait très bien dans quelle perspective sont faites ces actions. Mais d'autre part, par exemple, les surveillants, ils peuvent être assez contre. Enfin, ils peuvent trouver que ça sert à quoi, après tout, de faire des activités théâtre à des personnes qui sont détenues. Enfin, pourquoi, alors qu'on est en sous-régime au niveau... parce qu'ils sont vraiment en sous-effectif. Pourquoi, alors qu'on est en sous-effectif, on va aller s'embêter, aller chercher les gars en cellule ? Alors que, voilà, donc parfois on est un peu au cœur de ces tensions. Par exemple, à Fresnes, ils demandent de faire signer un bon de refus à la personne détenue qui n'est pas venue, pour éviter que les gens disent « ouais, je ne suis pas venue parce que le surveillant ne m'a pas laissé venir ». Et bien du coup, le surveillant, il doit aller chercher la personne détenue pour qu'elle signe ce bon et me le ramener. Mais parfois, quand on intervient, la voir, c'est hyper compliqué. Moi, je me suis déjà disputée avec un surveillant parce que j'insistais en disant « mais non, mais il faut vraiment le bon de refus ». Et le monsieur me disait n'approchez pas, enfin j'étais hyper loin, enfin bon, c'était un peu lunaire quoi, mais en fait il voulait pas que j'approche, donc j'allais jamais avoir ce bon de refus. Je lui avais demandé déjà 3 fois. J'ai bien compris ce qui allait se passer et moi je me disais non, on m'a dit qu'il le fallait, il le faut et voilà. C'est aussi un soutien aux personnes détenues parce que quand elles viennent nous voir et qu'elles disent je peux pas venir, faut que tu insistes. On se dit on va pas les laisser tomber quoi.
Mais bon, du coup, pour lui, moi, j'avais trouvé vraiment son attitude pas possible et du coup je m'étais un peu énervée, j'avais demandé à voir son supérieur et tout. Bon, quand j'ai vu son supérieur, j'ai compris que il n'allait rien se passer. C'était un sentiment partagé que ça servait à rien de faire des ateliers théâtre et que ça les emmerdait en fait, qu'ils ont l'impression qu'on les embête avec ça et que voilà. Mais c'est pas toujours le cas en fait. Il y a aussi des surveillants qui sont hyper impliqués. Par exemple, à Réau, en fait, on intervient au bloc scolaire. Donc, toutes les activités, elles sont comme un peu séparées de la détention. C'est aussi pour ça que là-bas, on peut faire des activités mixtes. Parce qu'en fait, il y a les hommes, donc au milieu de la détention, il y a trois bâtiments pour les hommes, quelque chose comme ça, et un bâtiment pour les femmes, séparés. Et avant ces bâtiments-là, il y a un bloc scolaire où il y a du coup, il y a l'école, il y a le culte, il y a les activités culturelles, il y a un gymnase aussi pour le sport. Enfin, voilà, on est dans la détention, mais on est avant les cellules et tout ça, quoi. Et du coup, c'est possible de faire des ateliers mixtes parce que les hommes et les femmes, géographiquement, ils sont assez proches et les bâtiments le permettent, en fait. Parce que, par exemple, à la Fleurie, il y a des hommes et il y a des femmes, mais c'est à peu près à 20 minutes de marche entre les deux détentions, donc c'est pas possible. On ne peut pas organiser des ateliers mixtes. Du coup, voilà. Je me suis un peu perdue, je sais plus trop ce que je vous disais au début, mais ça va me revenir. Est-ce que tu veux que je fasse une relance ? Ouais, vous pouvez. Peut-être Je parle depuis longtemps là. Oui, ça va. Mais peut-être parce que là, du coup, tu as plutôt pas mal décrit la structure, là où on intervient. Comment tu abordes un premier atelier, un premier cours avec eux, comment ça se fait, comment se constitue le groupe, vraiment quand on est à l'intérieur de l'atelier, est-ce que toi tu veux impulser dedans peut-être pour, sachant que de toute façon tu es souvent, je ne sais pas parce que du coup c'est très différent en fonction des établissements, mais en cheville avec la coordinatrice culturelle pour que les choses se passent bien aussi. Oui. Donc, voilà. Ouais. Et comment du coup tu impulses un projet et formes un groupe peut-être. Oui. Pardon, est-ce qu'il est possible de reformuler les questions? Parce que nous, on n'entend que Maël qui est devant l'ordinateur, on n'entend pas du tout les questions et les commentaires autour. En gros, comment se fait un premier cours et comment s'impulse le début d'un projet. Voilà. Comment tu constitues un groupe. Ça va? Ouais. Alors, du coup, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Par exemple, j'en ai pas parlé de ça, mais il y a des prisons où ça va être important. À Villepinte, où je suis intervenue, au début, c'est vraiment une question, en fait, parce que les gens fument énormément de cannabis dans l'atelier. Et du coup, comme on est tout seul avec eux, c'est à nous de faire le surveillant et de dire non, arrête de fumer, s'il te plaît. Ou de laisser faire, mais d'être complètement enfumé, parce que du coup, ils peuvent fumer beaucoup. Donc, du coup, en fait, assez vite se pose la question de l'autorité. C'est pour ça que je donne cet exemple-là. C'est la question de l'autorité qu'on veut... Enfin, voilà, la relation qu'on veut installer avec les personnes et comment on a envie d'avoir une forme d'autorité vis-à-vis d'eux et de travailler. Moi, je trouve que c'est une question qui est vraiment compliquée parce que personnellement, j'avais pas vraiment envie de m'énerver ou tout ça. Mais en même temps, c'est important de mettre un cadre parce que de toute façon, ils vont le grignoter tout le temps. Donc, en fait, on va pas le dire une fois, on va le dire des dizaines de fois que ça serait cool de pas fumer. Mais il y a des fois, moi, je vais lâcher un peu. Mais par exemple, en tout cas, dans le premier atelier, je vais dire qu'il ne faut pas fumer. Voilà, je vais essayer de mettre un cadre, de mettre des règles et de m'y tenir. Je vais proposer tout de suite le tutoiement. Du coup, je vais leur demander si je peux les tutoyer et s'ils veulent bien me tutoyer. Je vais dire mon prénom, je vais leur demander leur prénom. Enfin, je vais essayer d'être dans une relation d'égal à égal, assez simple, on va dire. Après, je vais essayer de gérer cette liste aussi, du coup, parce qu'en général, c'est une liste de 12 personnes, on va dire, en moyenne. Parfois, on peut un peu demander plus, mais c'est souvent le cas. Et du coup, savoir si ces 12 personnes, elles ont bien été appelées, tout ça. Parce que ce premier atelier, il est un peu fondamental. Disons que si on a un peu raté le coche au début, que les 12 personnes n'ont pas pu venir, c'est un peu difficile après. Enfin, ça dépend le nombre de séances qu'on a, mais dès que c'est un nombre de séances un peu réduit, c'est vraiment fondamental que le maximum de personnes aient pu venir et pu comprendre ce qu'on allait leur proposer et voir s'ils pouvaient adhérer.
En général, je commence par des exercices assez simples. Moi, je fais pas trop de travail corporel, par exemple, d'exercices corporels et tout ça, mais je vais plutôt proposer des choses qui vont être proches de l'improvisation, où je vais aussi tout de suite essayer de dire qu'est-ce qu'on va travailler, mais ça, c'est vraiment l'expérience qui a fait ça. C'est-à-dire que au début, je sais pas comment dire, parfois au milieu de l'atelier, les gens me disaient mais en fait, moi, je voulais travailler, je sais pas, du vrai théâtre, genre Molière ou un truc comme ça, et là, je vois bien qu'on va pas faire ça. Et du coup, je me disais, bah oui, en fait, j'ai pas expliqué vraiment, enfin, j'ai cru expliquer, mais j'ai pas répondu peut-être à ces questions-là. Donc, j'essaie de dire tout de suite que, en fait, ils vont travailler sur eux. Moi, je vais leur poser des questions qui vont être... c'est pas que je vais leur poser des questions personnelles, c'est pas tout à fait ça, mais je vais leur proposer en fait d'improviser à partir de leurs expériences, à partir de ce qu'ils ont envie de partager avec le groupe, sans qu'ils se sentent du tout obligés de raconter des choses qu'ils n'ont pas envie de raconter et tout ça, mais vraiment la question de... Voilà, qu'est-ce qu'on peut se dire ensemble et qui nous apporte quelque chose qui est intéressant pour les uns et pour les autres. Après, ça va dépendre de l'atelier. Par exemple... si je peux donner 2 exemples, là, cette année, j'ai fait un atelier, donc c'est une correspondance entre des personnes détenues dans 2 établissements différents, une maison d'arrêt et un centre de détention, et des étudiants de Paris 8 qui font un cours sur l'action culturelle et artistique envers les publics empêchés. Donc ils abordent pas que la prison, il y a une partie théorique aussi où ils abordent par exemple l'hôpital, l'école, etc. Et du coup là, c'est comme une recherche-action qu'ils font, où ils se mettent en jeu dans un atelier en fait. Donc c'est une correspondance où je donne des thématiques d'écriture aux 2 groupes qui sont les mêmes, enfin aux 3 groupes du coup, mais en détention et aux étudiants c'est les mêmes consignes d'écriture. Les lettres se croisent en fait, ils écrivent un inconnu et les lettres se croisent, puis ils font chacun une réponse à une personne de leur choix. Donc du coup, j'essaye par exemple d'expliquer, que ce soit clair le protocole, le fait que voilà, il y a une forme, une forme de se jeter un petit peu comme ça dans l'inconnu en se disant je vais écrire à quelqu'un que je connais pas et on va voir ce qui va se passer. Et à la fin, du coup, les étudiants viennent en détention on restitue en fait ce qui s'est passé. Donc moi, je fais un montage des lettres des étudiants, des lettres des personnes détenues, et des réponses de chaque côté. Et du coup, on restitue ce qui s'est passé au fond dans la correspondance. Donc, après, dans la manière... par exemple, tout de suite, dès le premier atelier, je vais me poser la question de qui a des difficultés avec l'écriture ou pas. Parce que c'est quand même... en fait, c'est très contrasté. Il peut y avoir des ateliers où pas grand monde a besoin de moi, mais il peut y avoir des ateliers où tout le monde a un peu besoin, et là c'est plus compliqué. Si les gens sont autonomes et qu'ils peuvent écrire tout seuls, c'est sûr que c'est plus facile, mais du coup il faut identifier un peu les problématiques au départ et essayer d'y apporter des solutions. Donc moi, une des solutions que j'ai trouvées quand les gens se font pas confiance pour écrire ou se sentent pas d'écrire, ou en fait souvent un rapport à l'écriture qui est très, pour eux c'est l'école en fait. Et comme ils n'étaient pas forcément super à l'aise à l'école, ils se disent que c'est... Enfin, ils ne savent pas comment... C'est comme s'ils n'avaient pas vraiment l'outil de s'exprimer par l'écriture. Donc du coup, moi je leur propose de parler, je leur donne les thématiques d'écriture, je leur dis qu'est-ce qui t'intéresse, je leur propose de parler et de moi écrire ce qu'ils me disent. Et après, je leur fais lire ce que j'ai écrit. Donc du coup, ça permet de... Et parfois, ça débloque les choses. Parfois, il y en a qui vont se mettre à écrire ensuite. Parfois, non aussi, hein. Parfois, ils ont vraiment besoin de cet accompagnement tout le temps parce que ils se sentent pas à l'aise avec l'écriture. Donc, c'est une première étape au fond que de leur proposer cette manière de passer par l'oral pour ensuite le retranscrire, puis pour ensuite repasser à l'oral. Et après, il y a un autre atelier que je vais commencer cette année, là en mai, qui s'appelle Deux mondes et donc c'est toujours sur la rencontre. En fait, c'est vraiment central cette question de la rencontre parce que justement dans ce premier atelier, moi je me suis dit mais en fait j'aurais jamais rencontré des gens avec ces expériences de vie-là, avec ces parcours-là. Donc je précise que c'est en maison d'arrêt des hommes, donc c'est des jeunes hommes principalement incarcérés pour stupéfiants. C'est l'immense majorité des peines, puisque c'est des peines de moins de 2 ans. Et du coup, moi, j'aurais jamais eu l'occasion en fait, de parler avec eux de leur vie ou de tout ça. Quoi. En fait, j'ai pas été amenée à en rencontrer avant d'intervenir en prison.
des gens qui avaient ce parcours-là de délinquance, qui avaient dealé tout ça, et du coup, ça pose question en fait sur la société et son cloisonnement. Et comment du coup c'est le théâtre qui devient un espace de rencontre. Donc ça s'est pas fait en une fois, ça s'est construit progressivement en fait. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, moi j'ai décidé de toujours essayer de questionner ça, quoi. Comment est-ce que il peut y avoir un dialogue entre dedans et dehors. Donc du coup dans ce projet-là qui s'appelle De Monde, c'est des personnes qui sont des amateurs de théâtre, voilà, qui s'intéressent au théâtre, qui sont à l'extérieur et qui viennent chaque semaine en détention, tous les après-midi pendant une dizaine de mois. Et l'idée, c'est de travailler. Donc, le public carcéral est mixte, c'est des hommes et des femmes incarcérés à Réau. Et l'idée, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qui se passe en fait quand on est ensemble, comment est-ce que ça peut travailler sur nos représentations, nos imaginaires respectifs, de qui fait du théâtre et qui se retrouve en prison. Et puis, qu'est-ce qu'on a à partager en fait, des sujets, des points de vue, des passions, et comment est-ce qu'on écrit du théâtre à partir de ça. Et du coup, l'objectif, là, c'est de présenter ça à l'extérieur. Donc, l'histoire des permissions de sortie, c'est encore autre chose, on va dire. Enfin, c'est une complexité supplémentaire, puisque du coup, les gens doivent être à un certain niveau de leur peine. Donc, c'est tiers peine ou moitié de peine, suivant la durée de la peine. Bon, bref. Et ils passent devant un juge d'application des peines, donc il y a une incertitude sur le fait qu'ils vont sortir ou pas. Parce que jusqu'au dernier moment, en fait, si jamais ils ont un rapport... parce qu'on a trouvé un téléphone, parce qu'ils se sont disputés avec un surveillant, le juge d'application des peines dira non. Et c'est très peu de temps avant la sortie, la permission culturelle, la commission. Voilà, j'ai un peu débordé en fait. Je n'ai pas vraiment répondu à la question. Peut-être dans le public, vous avez des questions ? Ouais. Bonjour. C'est pas forcément moi une attente qui je ne sais pas forcément ce que j'avais envie de faire, mais je me suis demandé est-ce que c'était possible au lieu de passer par l'écriture, de passer par un rôle, de sortir un peu par l'imaginaire de l'incarcération. Voilà, comment ça se passe? Est-ce que c'est une expérience que vous avez? Si tu me permets, Maëlle, oui. je synthétise la question parce que là, c'était vraiment impossible de la... Amel a posé la question suivante, très rapidement. Au lieu de partir d'eux-mêmes et de travailler sur l'écriture d'eux-mêmes, est-ce que c'est possible d'utiliser le théâtre soit avec un texte existant, soit pas forcément pour ça, mais pour les amener ailleurs, comment ça se passe de cette manière-là? C'est bon? Oui, bien sûr, c'est possible. Enfin, il y a pas mal d'ailleurs d'ateliers théâtre qui sont sur ce principe, de vraiment proposer une pièce, un auteur, et de travailler autour du texte. Après, moi, je ne l'ai pas fait. En fait, j'ai déjà amené des textes en détention, des textes de théâtre, pour les faire jouer, interpréter, tout ça. Au début, plutôt, en fait, de ma pratique. Et puis moi, je me suis rendu compte, mais après, c'est très personnel, que moi, ce qui m'intéressait, c'était parce que ça prend pas mal de place, en fait, le vécu des personnes. C'est une réalité, c'est-à-dire qu'ils vont venir dire leurs interrogations, leurs doutes, même parfois ce qu'ils ont fait, alors qu'on n'est pas au courant de ce qu'ils ont fait, de ce pourquoi ils sont incarcérés. Ils vont avoir besoin souvent je sais pas comment dire, d'une autre écoute, d'une autre oreille que celle de la détention, en fait, ou de leur famille, par exemple. Parce qu'il y en a qui sont plus ou moins accompagnés par leur famille, mais en fait... par exemple, il y a des gens... je me souviens de plusieurs papas qui disaient « Moi, mes enfants, ils ne viendront jamais en prison. C'est comme ça, je ne veux pas qu'ils me rendent visite, en fait. » Donc, parfois, il y a une rupture, en fait, des fois, avec... chacun le gère comme il veut, mais ce que je veux dire, en tout cas, c'est qu'il y a souvent quand même ce besoin de parler, en fait, tout simplement. Et du coup, moi, j'ai décidé de me dire, en fait, si ce besoin, il s'exprime autant, c'est que c'est fondamental. Et
après moi ça m'intéresse aussi évidemment, donc après j'ai cherché comment travailler avec ça s'est fait progressivement, mais du coup je me suis dit que en proposant un auteur, enfin en proposant un texte, en fait je trouve que pour moi en tout cas, vraiment je parle de mon point de vue à moi, c'est intéressant pour du travail préparatoire parce que des fois ça peut amener des imaginaires, ça peut amener des espaces, ça peut amener des déplacements, des idées, c'est une nourriture intéressante et parfois pas que des textes de théâtre, aussi même des textes en général. J'ai déjà amené des corpus de textes, vraiment sur un sujet, tout ça, pour alimenter la parole en fait, la prise de parole et les points de vue. Mais par contre, moi, monter une pièce, ça m'intéresse pas trop parce qu'en fait, et même j'y suis un peu réfractaire, mais je veux pas du tout, comment dire, j'ai pas envie de prendre une position, je sais pas comment expliquer, mais comme je suis un peu radicale là-dedans, je veux pas vous décourager de faire ça parce que peut-être que c'est ça votre voix en fait, donc et que vous allez le faire hyper bien de manière intéressante et tout, donc voilà, j'ai pas du tout envie de vous décourager, mais moi comment je le vois en tout cas, comment je l'ai, et surtout peut-être à un moment donné assez fort, je l'ai vu comme ça, c'est que du coup il y a un festival une fois tous les 2 ans qui s'appelle Vis-à-vis au Théâtre Paris-Villette. Théâtre Paris-Villette. Vous connaissez ? On a... Pardon, Ouais. Parce que... Vis-à-vis. Ça s'appelle Le Vis-à-vis. festival Vis-à-vis du Théâtre Paris-Villette qui se fait tous les 2 ans. On a souvent collaboré avec eux. On a fait même notre première journée d'études sur le théâtre en prison il y a longtemps, à Paris-Villette même. D'accord. Et effectivement, là on voit de tout. On voit de tout. On Oui. voit, on a vu l'Odyssée. Oui. C'était un spectacle assez époustouflant en plusieurs journées. J'ai vu Hamlet, mais j'ai vu aussi d'autres spectacles qui partaient d'eux. Enfin, les possibilités sont multiples, évidemment. Oui, c'est multiple. Moi, après, comment je ressens les choses, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, c'est une négation de leur propre culture. Parce qu'en fait, souvent, en fait, ils ont des propositions aussi artistiques et des idées. Il y en a pas mal, par exemple, qui font du rap. Alors après, ça ne veut pas dire que moi, je me sentirais de proposer du rap parce que c'est pas tout mon univers, donc je vais pas aller vers ça. Mais en tout cas, je sais pas, un certain rapport aux mots, en fait, qui leur est propre, une certaine manière de s'exprimer qui leur est propre. Et du coup, moi, parfois, j'ai un peu l'impression qu'on leur apprend à, je sais pas comment dire, ça va être hyper réducteur, hein, c'est pour ça que je me sens mal de dire ça, mais un peu le singe qui apprend à bien faire la grimace, enfin, je sais pas, un truc un peu comme s'il fallait que... Enfin, comme si aussi ces grands auteurs, mais moi c'est aussi quelque chose que je ressens dans le théâtre, hein. Ces grands auteurs, ils sont là-haut et nous on est tout en bas, tout petit, et il faut qu'on se hisse jusque-là et ça va pas être facile quoi, parce que la langue est difficile, parce que... Donc, et c'est un peu une allergie que j'ai développée, donc je veux... Enfin, c'est mon point de vue hyper situé, voilà, je veux dire... Enfin, mon point de vue est hyper situé et sûrement qu'un jour ça va m'arriver d'aller voir une pièce avec des personnes détenues et de me dire ah ouais, c'était magnifique de leur faire jouer cette pièce classique parce que ça racontait autre chose, ça les transportait dans un autre univers quoi. Je veux pas non plus fermer complètement les choses, comme mon avis un peu tranché, voilà. Mais eux, ils sont en demande aussi parfois. C'est ce que j'ai dit, hein. C'est que parfois il y en a qui ont envie vraiment de partir. Par exemple, parce qu'ils ont fait, je sais pas moi, du théâtre quand ils étaient à l'école, qu'ils ont appris une scène de Molière, enfin, comme nous, comme tout le monde, quoi, enfin, et qu'ils se disent, ils ont cette représentation du théâtre et ils s'attendent à faire ça, en fait. Ouais. Je pense que, si je reformule la question, je pense que c'est ça, à un moment, c'était la question de l'imaginaire, quoi. Trouver un pont entre ce qu'on veut amener, nous, quand on vient là, et ce qu'eux et elles ont envie de faire, et comment on s'adapte, parce que des fois, c'est aussi dans des projets de création d'un spectacle. On fait des ateliers à côté, je sais pas trop si c'est le cas, je suis désolée. Oui. Vous voulez reformuler Je suis un peu de difficulté. Du coup, la question, c'était de dire comment, au fond, on traite l'imaginaire des participants et comment est-ce qu'on fait le pont, en fait, entre leurs envies et nous, notre idée de départ, qui est, par exemple, il y a une création. C'est ça, hein ? Ouais. Alors, c'est vrai que
comment dire, moi en fait c'est parce que je fais des ateliers en prison que j'ai arrêté, ça va faire vraiment formule mais c'est un peu vrai, c'est pour ça que j'ai arrêté d'avoir des sujets en fait, de me dire que je vais travailler sur une pièce comme ci ou comme ça, c'est-à-dire qu'en fait je me suis rendu compte, mais ça c'est pas, voilà, ça a été long comme processus, mais je me suis rendu compte que ce qui moi m'intéressait vraiment c'est ce qui se passait dans l'instant. Et c'était pas trop ce que j'avais imaginé avant, ce que j'avais prévu avant, tout ça. Alors évidemment que j'essaye de travailler le sujet et d'arriver avec quelque chose, au moins de situer mon désir en fait, de situer mon envie de départ et tout ça. Mais j'essaye de pas rester là-dessus en fait. Parce que moi j'ai eu... Du coup, en fait, suite à ces ateliers en prison, il y a 2 spectacles pour lesquels j'ai invité des gens que j'avais rencontrés en prison à faire un spectacle professionnel, du coup, avec des acteurs, d'autres acteurs qui étaient professionnels. Et au début, j'étais partie pour le premier projet sur un sujet, quoi. Je m'étais dit, bon, bah voilà, on va faire ça, tout ça, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais un peu... c'est comme si j'avais perdu plein de temps à m'accrocher à ce sujet, alors que ce qui était intéressant, c'était pas ça. Et moi, je pense que dans le théâtre, en général, ça arrive, hein. Qu'on arrive avec plein d'idées, je pense que c'est pas seulement lié à l'incarcération, et que du coup on passe un peu à côté de ce qui se passe pour de vrai. Et en tout cas moi c'est ça que ça m'a appris, c'est que j'avais envie de m'intéresser à ce qui se passait pour de vrai sur le plateau, quelle expérience était en jeu, quelle représentation de part et d'autre. Enfin, j'avais envie de faire parler en fait la mise en situation de personnes qui se rencontreraient pas dans une autre situation. Donc du coup en fait, c'est en lien avec mon travail de création, puisque du coup, je travaille toujours sur des rencontres dans mes créations professionnelles, et en même temps, c'est pas pour recueillir de la matière sur un sujet, quoi, on va dire. Je sais pas si ça répond. Moi, ma question, vous y avez un peu répondu, mais quand vous allez en prison, c'est des projets sur... c'est ça, 10 mois après, mais vous avez des gens qui reviennent, ou des gens qui sortent et qui vont aller vers le théâtre, ou qui continuent à rencontrer à l'extérieur. Alors, pour répondre déjà sur... Alors du coup, il y avait une question sur la durée des projets en détention, et aussi sur est-ce qu'il y en a qui continuent après. En fait, sur la durée des projets, c'est vraiment très variable. Ça peut m'arriver d'intervenir pour seulement 5 séances ou 6 séances. Ou alors, là, par exemple, ça va être 40 séances. Donc, on va dire que c'est les 2 extrêmes. Mais toutes les durées sont possibles. C'est juste qu'évidemment, on ne pense pas le projet pareil parce qu'on sait qu'il faut que ce soit hyper ciblé quand on a peu de temps parce que voilà, ça va aller vite, quoi. Et au contraire, qu'on va pouvoir approfondir des choses quand on a du temps. Et c'est lié aussi à la distinction que tu faisais au début entre maison d'arrêt et... Oui, alors en fait, c'est vrai qu'en maison d'arrêt, ça va être difficile de travailler sur du long terme, puisque du coup, il y a beaucoup de changements. Les gens, ils sont là pour des peines de moins de 2 ans, mais en vrai, leur situation, elle peut vraiment changer. Enfin, il y a toujours des trucs, en fait, en prison. Il faut toujours s'adapter. Une personne, après, on est content pour elle, mais en fait, elle devait rester pendant 3 mois. Finalement, elle sort demain. Et on l'apprend 2 jours avant. Des choses comme ça, ça peut exister en centre de détention, mais disons un petit peu moins parce qu'il y a un peu moins de mouvement. Mais en maison d'arrêt, il y a beaucoup de mouvement. Les gens, ils changent souvent de situation, tout ça. Donc, c'est vrai que ça impose des durées plus courtes, mais par exemple, une 12aine de séances, c'est possible, quoi. Mais peut-être 20 séances, de travailler sur 3 mois. Je dirais peut-être on ne va pas aller au-delà de 3 mois. Parce que ça va être peut-être compliqué, sauf dans des ailes un peu particulières, parce qu'en fait, en maison d'arrêt, il y a aussi des gens qui sont condamnés pour des plus longues peines, mais en fait, qui attendent une place dans un centre de détention. Donc, il y a toujours un peu des spécificités, on va dire. Voilà, et après, sur le fait de continuer après, je vais répondre à cette question. Ouais. En fait, des fois, il y a des histoires magnifiques où des gens disent mais en fait, je veux faire du théâtre. Ou alors, par exemple, je me souviens un homme qui était sorti pour un projet et qui a dit mais en fait, ça fait partie des 10 plus belles expériences de ma vie, quoi. Donc, il y a quelque chose qui peut être vraiment très fort et très puissant dans ce qui nous est renvoyé, en fait, de ce qui se passe et qu'on ressent aussi hyper fort. Mais après, moi, j'ai appris à pas trop... en fait, comment dire, au début, et je pense, je suis vraiment honnête avec vous, je pense que j'avais un peu une posture de sauveur, de me dire le théâtre va sauver en fait les personnes, et je me sentais pas forcément capable de sauver, mais j'avais ce désir, en tout cas, je pense qu'il n'était pas forcément formulé, mais qui existait. Et au fur et à mesure, j'ai compris que c'était compliqué.
aussi parce que j'étais jeune et sûrement, j'attendais peut-être que la vie soit plus immédiate, enfin je sais pas, que les choses ça soit moins nuancé, quoi, on va dire. Après, d'avoir du coup travaillé avec des gens que j'ai rencontrés en prison, il y a des personnes qui sont devenues mes amies, que j'ai appris à connaître vraiment, à comprendre aussi vraiment leur parcours. Et par exemple, du coup, David, avec qui j'ai fait un premier projet que j'avais rencontré à Villepinte, j'ai fait un premier projet avec lui, puis un second. Et entre-temps, il est reparti en détention, je sais plus, mais je dirais au moins 2 fois. Donc en fait, pour moi, c'était la fin. Et pour lui aussi. C'est ça qu'il faut savoir. C'est aussi que les gens se disent, c'est fini. Lui, il a commencé, il travaillait dans une boulangerie, enfin, il avait fait un CAP boulangerie en prison. Il avait dit, c'est fini, je ne retournerai plus jamais en prison. Et en fait, il est retourné. Donc en fait, c'est quand même rare les personnes. Et après, il avait eu plusieurs condamnations avant. Donc en fait, je pense que c'est aussi quand on a pris cette habitude, entre guillemets, quand on s'est mis à vivre de cette façon, comme nous tous, en fait, c'est dur de changer, quoi. Parce que les gens qu'on connaît, parce que ce qu'on est habitué à faire, parce que, plein de choses qui font que, voilà. Après, c'est possible aussi, j'ai aussi rencontré des gens qui avaient décidé de changer et ça n'a pas été graduel comme ça. Je pense que tout est possible et qu'il y a plein de nuances possibles, mais en tout cas, savoir à quel point c'est dur de changer, c'est bien de le savoir, quoi, parce que parfois les personnes peuvent être prises un peu par un sentiment d'euphorie, de se dire que ça y est, il y a des choses qui se déclenchent et c'est beau, on a envie aussi d'y croire et tout, mais je sais pas comment dire, faut peut-être garder une petite distance avec ça en sachant que le chemin il peut être accidenté, il peut être long, il peut prendre du temps et tout, ça veut pas dire qui va pas aboutir, mais voilà, Ouais, j'y vais. Non, mais par rapport à cette expérience-là avec David, je sais pas si c'était non, il est venu jouer dans des théâtres à plusieurs reprises. Ouais. Donc il est sorti. Oui, ouais. En fait, il était déjà sorti quand on a commencé à travailler avec lui. Ouais. Mais je me souviens que tu as eu des moments où tu as eu besoin de le faire, qu'il sorte pour qu'il vienne jouer dans les théâtres. Oui, il est sorti une fois, effectivement. Une fois, il était incarcéré et du coup, il avait demandé une permission de sortie pour pouvoir jouer dans un festival. Et donc, il avait un bracelet. Et même lui, il disait ça aux spectateurs qui venaient lui dire « Ah, bravo » et tout ça. Il disait « Mais là, je rentre demain, quoi ». Ça faisait un peu bizarre, quoi. Et pour lui, je pense que c'était hyper étrange. Mais après, il avait déjà joué en étant libre. Donc, parce que parfois aussi, ça, c'est quelque chose que j'ai appris un peu. J'ai trouvé ça un peu douloureux d'apprendre ça, mais bon, c'est comme ça. Par exemple, j'avais pensé à travailler avec quelqu'un que j'avais rencontré à Réau. Et il était sorti 2 fois en permission de sortie pour des résidences. Et on avait commencé à écrire la pièce avec lui. Il devait sortir en aménagement de peine et tout ça. Et en fait, au dernier moment, il n'est pas sorti. Mais en fait, il n'est pas sorti aussi parce que il a fait des siennes, quoi, entre guillemets. Il n'a rien fait pour que ça marche, quoi, on va dire. Et du coup, nous, on s'est remis en question. En fait, j'ai pas expliqué ça, mais en fait, pendant 10 ans, j'ai travaillé avec David Costet sur ses ateliers en prison. Et puis là, ça fait 5 ans qu'il a arrêté l'accompagner. Donc, je mène des ateliers soit seul, soit accompagné de stagiaires ou de comédiens-comédiennes, ça dépend un petit peu. Mais du coup, à cette époque-là, on travaillait ensemble et on s'est remis en question en se disant, mais est-ce qu'on n'a pas un peu proposé quelque chose. En fait, voilà, l'imaginaire des personnes qui se disent je vais faire du théâtre alors qu'elles n'en ont jamais fait, ça peut faire un effet un peu étrange alors qu'elles n'ont jamais imaginé qu'elles allaient faire ça de leur vie. Et donc, est-ce qu'on n'a pas proposé quelque chose d'un peu trop vertigineux, en fait, au fond, de sortir de prison et tout de suite se retrouver sur une scène sous le feu des projecteurs. Est-ce que, est-ce qu'on a pris les précautions nécessaires, en fait, pour pouvoir accompagner ce type de parcours qui est quand même un peu... oui, c'est un peu tout et rien, un peu des opposés, quoi, en fait, on va dire. Être à l'ombre, être dans la lumière, je dis un peu des mots bateaux, mais ça existe quand même, je pense, dans... L'enfermement et la liberté. Oui, l'enfermement, la liberté, passer de l'un à l'autre. L'enfermement total à la liberté créative, oui. Qui peut être un peu une ivresse au niveau théâtral, inévitable. Oui. Et du coup, on s'est questionné, en fait, là-dessus. Mais après,
voilà, ça nous a permis de prendre de la distance aussi par rapport à ce que ça pouvait représenter, même si on essayait de dire, par exemple, que ça allait pas être la gloire, ça allait pas être les producteurs américains, ça allait pas être... on essayait de prévenir, en fait, des images qui peut-être pouvaient venir. Mais malgré tout, voilà, il y avait peut-être quelque chose d'un peu... En tout cas, lui, dans sa situation, le fait qu'il était encore incarcéré, c'était peut-être trop, en fait. Parce que la première fois, on a travaillé avec quelqu'un qui était déjà sorti, donc c'était un autre contexte. Du coup, j'avais 2 questions qui sont vraiment très différentes. Mais du coup, tu parles un peu fort. Pardon, je parle fort. Tu as travaillé avec David Costet et que tu as tendance, mais toi aussi David, il me semble, à travailler plutôt à 2 quand tu interviens en prison. En tout cas, tu avais tendance à ça. C'est quoi l'avantage de travailler à plusieurs en prison, voilà, voilà, qu'est-ce que ça t'apporte j'imagine que c'est pas un peu si facile que ça, donc voilà. Et la deuxième question, allez. Non, parce que elle est vraiment d'accord. Non, c'est plutôt sur... Mais bon, je l'ai dit, mais elle est vraiment très différente. C'est plus sur le projet, les attendus. Parce que quand tu interviens en prison, j'imagine que de temps en temps, tu as une idée, mais ça peut être aussi une coordinatrice culturelle ou un coordinateur culturel qui s'entend bien avec toi et qui dit ouais, j'aurais cette idée-là, ou tu réponds à un appel à projet. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais ça, c'est une question qui se pose en fait au tout départ, quand tu interviens. Donc voilà, c'est vraiment 2 trucs très différents. Ok. D'accord, mais comme j'ai une mémoire de poisson rouge, j'ai oublié la première question. Donc je vais commencer par celle-là. 2. Quoi ? Pourquoi être 2 ? Ah oui, d'accord, merci. Ouais. Pourquoi intervenir à 2 ? Alors, je vous le recommande très vivement, c'est hyper important en fait. Parce que déjà, ce que j'ai expliqué, c'était peut-être un peu long et fastidieux, mais pour vous expliquer que c'est important ce contexte en fait, on doit parfois rappeler le surveillant plusieurs fois. Donc en fait, il faut sortir de la salle, il faut aller voir le surveillant qui est derrière sa vitre, qui du coup a d'autres trucs à faire. Enfin, donc des fois on attend, il nous fait attendre 10 minutes, un quart d'heure devant la petite cellule vitrée, tout ça. Donc pendant ce temps-là, si on est tout seul, voilà, les gars, les participants, tout ça, ils font... je sais pas quoi, on peut leur donner des projets à faire, mais évidemment ils vont discuter, on peut le comprendre. Voilà, ça pose question. Après, ça dépend, comme je vous l'ai expliqué, ça dépend des prisons, puisque par exemple à Réau où je suis intervenue seule, c'est un peu plus facile parce que vraiment la surveillante elle est juste à côté, elle est dédiée que aux scolaires, donc elle est plus disponible, on n'a pas à la convaincre que c'est important d'appeler par exemple, alors que des fois les surveillants, il faut les convaincre que c'est important de rappeler. Donc tout ça prend plus de temps. Donc voilà, mais quand même, moi je dirais que c'est fondamental d'être 2 pour cette raison, pour le fait des fois on doit s'absenter de la salle pour gérer cette question des présences en fait et de l'appel. Il y a une autre raison, c'est que en fait, comme les personnes ont envie de parler de choses, je sais pas, qui leur arrivent, des questions qu'ils ont, l'atelier suscite aussi des choses. Par exemple, on se souvient de quelqu'un qui disait c'était un peu... ça paraît un peu agressif comme ça, mais je ne l'ai pas pris comme ça. Il arrive en atelier, il me dit ouais, à cause de toi, Maëlle, je fais des cauchemars, je vois mes ex-femmes qui viennent me parler, tout ça, parce qu'on a parlé un peu de féminisme, etc. Et c'était quelqu'un qui était quand même assez, je sais pas comment dire, un peu antiféministe, quoi. Donc bon, ça l'a travaillé. Et je veux dire, si on n'a pas cet espace pour discuter avec la personne, ça fait qu'on passe un peu à côté aussi de ce qui se passe, qu'on ne répond pas en fait à un besoin qui est là en fait. Et c'est plus dur de nouer du lien puisque du coup on n'est pas disponible. Et ça, par exemple, j'en ai un peu souffert quand j'intervenais seule là, cette année, en me disant c'est vraiment dommage, du coup j'ai pas trop ces espaces-là parce que je suis tout le temps en train de diriger l'atelier. Ils voient bien qu'il y a moins de temps pour venir discuter en fait parce que de fait... c'est comme ça, quoi. Je suis un peu, tout le temps en train de mettre en action. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Parce que c'est hyper intéressant, c'est hyper riche aussi, en fait, ce partage. Et ça met les gens au travail, d'une certaine manière. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans ce que tu nommais de l'importance dans ton travail, de la rencontre, que s'il y a 2 possibilités d'altérité, les possibilités de rencontre, elles se multiplient et que des fois, juste humainement,
ça passe mieux avec telle personne, d'ouvrir ce champ-là des possibles. Enfin, moi en tout cas c'est un truc que j'ai ressenti assez fort en intervenant à deux. Et puis je rajouterais aussi quand c'est la première fois où il y a le côté quand même très impressionnant d'aller en prison, on se donne du courage quoi. On a deux. Non mais enfin il y a un truc où oui, bien sûr, en tout cas au début il y a après quand t'es habitué mais au début c'est méga impressionnant d'être à deux c'est non mais moi je l'aurais pas fait toute seule au départ ça c'est sûr je l'aurais pas fait en fait c'est quelque chose que j'ai eu envie de tenter cette année pour différentes raisons mais oui. Est-ce que tu as oublié la première question? Non, la deuxième question ou tu l'as... Ah oui, complètement. Non, mais c'est sur les projets. C'est sur les projets, oui. Alors, l'initiative de projet, est-ce qu'il y a une commande non, alors moi, j'ai pas de commande. Je sais pas s'il y a des personnes qui ont des commandes, mais je pense pas. Moi, je pense que vraiment, c'est les artistes qui viennent solliciter. Alors, c'est vrai qu'au départ, ça se passe souvent par l'intermédiaire d'un lieu. Et ça dépend aussi, en fait, on va dire qu'il y a un établissement pénitentiaire qui va avoir un protocole qui est un peu tout le temps le même. Genre, ils travaillent toujours avec le même lieu, qui leur envoie des artistes. Par exemple, c'est le cas de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy et du collectif 12. Ouais. Mais il y a des formats qui sont toujours toujours les mêmes, tout ça. D'atelier. Mais ça, c'est le fonctionnement de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, mais les autres fonctionnent pas du tout pareil. Enfin, il y en a peut-être d'autres qui fonctionnent comme Bois d'Arcy, mais et du coup, en général, même si ça peut passer au départ par l'intermédiaire d'un lieu, puisque du coup, pour connaître le ou la coordinatrice culturelle, il y a beaucoup de femmes, donc c'est plutôt la coordinatrice culturelle. Et ben, du coup, des fois, c'est une mise en relation qui fait ça. Mais en tout cas, moi, c'est toujours des projets que je propose. Voilà. Ouais. Et c'est toujours moi qui... Alors après, il peut y avoir, par exemple, pour le projet que je vais commencer, là, c'est vrai que la coordinatrice culturelle, elle m'a dit « Mais moi, ça m'intéresserait que ce soit sur le long terme. » Enfin, elle a un peu insisté, par exemple, sur ce format. Et moi, je me suis dit « J'ai jamais fait ça, en fait, de travailler sur aussi longtemps. » Donc, ça m'intéressait. Donc, des fois, il peut y avoir un dialogue quand on se connaît depuis longtemps. Mais en général, franchement, c'est plutôt l'artiste qui pose son projet, son protocole, le nombre d'interventions, etc. Parce que c'est aussi lui qui va monter le projet financièrement, quoi. C'est pas le coordinateur culturel qui va être une sorte de délégué. Enfin, il peut en faire des demandes de subventions parfois de manière de son côté, mais quand même la part principale revient à la compagnie, quoi. Enfin, sauf dans le cas, par exemple, d'un lieu comme le collectif 12, puisque du coup, là, c'est un protocole qui est établi. Après, il y a aussi sur les demandes de subventions, tout le dispositif culture et justice de la DRAC, qui sont des trucs qui, en théorie, se co-construisent avec les coordinateurs culturels. Oui, ça se co-construit avec les coordinateurs culturels, non, mais complètement. Mais en fait... Par exemple, après ça a beaucoup changé et moi je ne saurais pas te donner des chiffres sur les baisses de subventions du dispositif Culture Justice qui soient justes, mais ça a beaucoup changé et là par exemple il y a des établissements où en fait le nombre de projets qui peuvent être proposés à la DRAC est extrêmement réduit quoi. En fait ils ont droit à quelques projets alors que dans mon souvenir ça se passait pas comme ça il y a 10 ans mais voilà. Et après il y a un financement de l'établissement en général. Mais il peut aussi arriver, franchement la question des financements, je ne sais pas si c'est le sujet, mais elle est vraiment complexe. Ouais, et puis en ce moment. Ouais. Et ça a fait que empirer, voilà. Sophia, tu avais une question? Oui, et ma question c'est, moi jamais j'ai travaillé dans ça à partir de ce que vous disiez, ce que vous dites. Mais parce qu'on est des intervenants artistes, on n'est pas des psychologues. Et je pense qu'il m'a peur, parce que je les transpose aussi à des autres situations, que tu travailles avec des gens qui passent par des situations de beaucoup de difficultés. Donc, comment créer un peu ce bateau pour dire, ok, c'est pas une session de thérapie parce qu'on n'est pas des psychologues. Je trouve d'avoir une restitution, ça peut faire un peu les buts en commun pour dire, ok, mais on doit y aller là-bas. Mais s'il n'y a pas ça, je sais pas. Et vous savez un peu parler, si j'ai bien compris, vous laissez un peu, parler. Si l'atelier, s'il faut parler de la situation personnelle de quelqu'un, vous laissez la parole. Mais en même temps, on est là pour faire du théâtre. Oui. Je sais pas. Alors, difficile à synthétiser, mais en gros, on revient sur la question qu'on avait affrontée tout à l'heure.
c'est Sophia qui dit mais comment faire en sorte que l'atelier ne soit pas une séance de psychologie, enfin comment faire en sorte qu'on arrive quand même à faire une création théâtrale. J'ai sans doute simplifié un peu trop les choses, mais voilà, à peu près. Oui, c'est ça. Et ben, en fait, il y a deux choses vraiment différentes par rapport à ça. D'abord, il y a la question de la posture, effectivement, de comment on se place en fait par rapport aux personnes. En fait, je trouve que c'est difficile vraiment de mettre des mots là-dessus, mais en tout cas, moi, je suis toujours dans un objectif de théâtre. Donc aussi, ça se voit quand même. C'est-à-dire que, par exemple, quand quelqu'un va parler, que moi, je vais noter ce qu'il va dire, et qu'ensuite, à la prochaine séance, je vais lui amener le texte dactylographié, on est sur un texte, en fait, tout de suite. Donc, et alors, je fais que des projets où il y a une restitution à la fin. Il y a toujours un objectif de restitution dès le départ, c'est dit... voilà, dès le départ, j'essaie d'en parler tout de suite, en fait, vraiment d'expliquer ça, de dire dans quelles circonstances et tout ça, pour qu'ils puissent s'y préparer, se dire que ça fait vraiment partie du projet. Et moi, par exemple, des fois, vous dites, je laisse un peu les gens parler, mais pas tant que ça, en vrai. C'est-à-dire que quand on est deux, il y a vraiment cette possibilité de laisser les gens parler, mais parce que c'est un rapport intime, en fait. On n'est pas vraiment dans l'atelier, c'est quelqu'un qui vient nous parler... parce qu'il arrive le premier, parce que les autres sont au travail sur un autre truc, parce que voilà, c'est un petit espace qui est trouvé en fait, on va dire. Ah d'accord. Donc ouais, une espèce c'est un à côté en fait. C'est vraiment un à côté, avant, après. Enfin, ça peut arriver à différents moments, mais c'est à côté de l'atelier. Et sur le fait de leur demander de parler de soi ou tout ça, c'est très protocolaire en fait. Je leur donne des sujets d'écriture, je leur donne des sujets d'improvisation. Enfin, du coup, on est tout de suite dans le théâtre. On est tout de suite en tout cas dans une proposition qui met à distance quand même. Et où la personne réfléchit à ce qu'elle veut partager. Et après, des fois, j'utilise des discussions qu'on a, mais je lance des sortes de discussions en fait. C'est-à-dire, par exemple, il y a des femmes, je sais pas, en fait, par exemple, quand c'était un atelier mixte, des fois, les hommes, ils vont dire des trucs sur l'incarcération chez les femmes, ou les femmes, elles vont dire des trucs sur l'incarcération chez les hommes, mais un peu comme ça, quoi. C'est un peu des phrases, je sais pas, des petites interactions. Et moi, je vais me dire, ah bah tiens, ça, c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, on va pouvoir parler de questions de genre, on va pouvoir parler de positionnement, enfin, par rapport... Et du coup, j'essaye de développer comme une sorte de débat. Et après, je reprends les positions de chacun. Je les écris, en fait. En me disant, bah, du coup, est-ce qu'on peut reprendre cette discussion en faisant du théâtre ? Donc, à chaque fois, il y a quand même des... ça passe par des outils, en fait. Il y a quand même la médiation théâtrale de l'écriture théâtrale. Donc oui. La matière brute, on va dire ainsi, tu passes tout de suite à autre chose. Oui. Question concrète, excuse-moi. Oui. Et tu as dit que la restitution est toujours prévue et annoncée dès le début. Et qui assiste aux restitutions ? Alors, c'est variable aussi suivant les détentions, en fait. Ça peut être, par exemple, il y a une affiche en détention et toutes les personnes qui s'inscrivent vont venir. Donc, il va y avoir 50 personnes détenues qui vont venir. Ah, d'accord. Donc, ça peut être leurs camarades. Enfin. Voilà, mais ça peut être aussi... et il peut y avoir, par exemple, des CPIP qui viennent, leurs conseillères. Il peut y avoir un gradé, donc un surveillant gradé qui va venir. Enfin, il peut y avoir quelques personnes de la pénitentiaire et tout ça. En général, ils apprécient pas trop, mais en vérité, ceux qui viennent, c'est souvent des gens qui sont... je sais pas comment dire, dans une démarche en fait par rapport aux détenus qui est de les pousser vers des choses positives plutôt que de se dire pourquoi ils font ça, etc. Enfin, ils sont déjà convaincus en fait, voilà, de l'intérêt des ateliers en général quand ils viennent. Et après eux, ils vont souvent demander est-ce qu'il y aura la juge par exemple. Moi, j'ai jamais vu de juge venir. Mais c'est vrai que ça peut être une question pour eux. Et parfois, il y a des détentions, ils vont choisir plutôt de leur proposer d'inviter eux-mêmes une personne ou deux personnes. Mais du coup, c'est sur invitation. Parce que parfois, ils n'ont pas envie, en tout cas c'est plus dur, et on peut le comprendre, que de se retrouver dans cette situation de jouer devant qui a décidé de venir, sachant qu'il y a forcément des amitiés et des inimitiés. Enfin, c'est des gens qui, quand ils sont dans la même aile, ils se voient beaucoup, c'est un lieu d'enfermement, quoi, en fait. Donc, du coup, on peut imaginer que ça exacerbe un peu les tensions potentielles, ou aussi la solidarité, les amitiés, enfin en fait un peu tout. Mais du coup, il y en a qui n'ont vraiment pas envie de présenter si telle personne vient, enfin ce genre de choses. Voilà. À Bois d'Arcy, ils peuvent aussi, il y a le droit aussi de faire venir des gens de l'extérieur, des gens du collectif 12 ou d'autres,
Après, il faut faire la démarche, tout ça, longtemps à l'avance. Enfin, c'est pas, tu prends pas ta place sur Biréduc, quoi, mais c'est possible. Donc la norme, la norme de ce qui se fait dans la plupart des établissements pénitentiaires, c'est des gens d'intérieur qui viennent. Enfin, qui... Oui. Voilà. Oui, on va dire ça. Après, en général, effectivement, c'est possible. Si les spectateurs sont généralement internes. C'est possible du coup effectivement de faire venir des personnes de l'extérieur, mais c'est vrai que ça se demande longtemps à l'avance, voilà, c'est un peu particulier. En fait, ça peut poser des questions toutes bêtes, c'est qui va venir chercher les personnes, parce qu'en général, il faut les accompagner comme c'est la première fois. Des fois, les couloirs, c'est long. Enfin, je sais pas, par exemple, à Fresnes, franchement, avant d'arriver jusqu'à l'endroit où on présente à la chapelle, là, je sais pas, c'est bien 20 minutes, quoi. Donc, en fait, l'aller-retour, il y a des questions techniques sur le fait de faire venir des personnes de l'extérieur. Mais en général, il n'y a pas d'opposition de la détention, du moment qu'ils ne sont pas trop nombreuses, parce que c'est lourd de faire rentrer des personnes. Voilà, on passe un peu comme à l'aéroport, sous un portique, tout ça. Enfin, il y a tout un tas de choses qui font que ça peut être long. Par exemple, quand je fais venir les étudiants et qui sont... du coup, ils étaient combien la dernière fois ? Ils étaient 12 ou 13. Et c'est hyper long. Enfin, mais je sais pas combien de temps à rentrer, alors que moi... Enfin, en plus, là, c'est assez simple. On marche pas 20 minutes. Mais le temps de faire passer tout le monde, que tout le monde enlève son manteau, il y en a qui bipent, donc il faut enlever sa ceinture, il y en a qui truquent, le temps de déposer tous les objets électroniques dans un casier, etc. Enfin voilà, c'est tout un tas de choses en fait qui font que c'est compliqué en fait, et que c'est pour ça que c'est plutôt des gens de l'intérieur qui sont invités. Enfin, je pense que c'est pour ça. À l'inverse, est-ce qu'il peut y avoir des restitutions, on va dire, en extérieur ? Oui. Ouais. Je pense que c'est quand même compliqué, voilà, mais est-ce que ça peut arriver ? Oui, alors c'est plus facile à organiser dans les centres de détention, mais c'est possible aussi en maison d'arrêt quand les gens ont été condamnés. Du coup, quand c'est une peine un peu longue, il faut avoir fait une partie de sa peine, il y a plusieurs critères, on va dire, pour être éligible à une permission de sortie culturelle. Et après, ça passe devant un juge d'application des peines. Et ensuite, c'est un fourgon banalisé, en fait. Et c'est 2 surveillants civils qui viennent avec souvent des CPIP et la coordinatrice culturelle. Voilà, pour présenter. Du coup, par exemple, à Vis-à-Vis, il y a beaucoup c'est les personnes détenues qui présentent, en fait, pour l'immense majorité. Et à Vis-à-Vis, oui. J'ai le souvenir... J'ai vu beaucoup de spectacles dans ces festivals. J'ai des souvenirs une fois, mais je ne sais pas si c'est un souvenir que j'ai fabriqué, mais bon. Il me semble d'avoir vu des personnels pénitentiaires qui étaient là et qui étaient manifestement fiers de leur établissement, à un moment d'un spectacle. Est-ce qu'on peut imaginer que ça, c'est une espèce d'objectif utopique à atteindre ? Enfin, d'arriver à permettre de faire penser que si on fait du théâtre à l'intérieur, finalement, ça fait du bien à l'établissement lui-même. Oui. Après, je pense en fait que là, on se heurte en fait à la sensibilité, aux convictions de chacun, et que en fait, il n'y a pas trop d'espace pour bouger de position. Parce que, en fait, ils n'ont pas le temps de venir voir le travail. Donc, en fait, en général, les surveillants qui accompagnent des permissions de sortie, c'est déjà des gens qui l'ont déjà fait, qui l'acceptent, qui le font souvent et qui sont souvent dans une démarche de s'intéresser en fait à ce qui peut se passer. Et il y en a qui peuvent être très encourageants, en fait. Il y a plein de types de relations différentes avec les surveillants. On peut l'imaginer, quoi. Mais voilà. Et ceux qui ne sont pas convaincus, je ne sais pas, en fait, quel espace on a pour les convaincre. Parce que du coup, comme il y a plein de travail, quoi, je veux dire... Moi, par exemple, j'aurais bien aimé faire un atelier théâtre avec du personnel pénitentiaire, mais franchement, je ne sais pas si c'est possible. Voilà. C'est-à-dire les surveillants. Les surveillants, ouais. En se disant même qu'il pouvait y avoir les deux, en fait. Mais ça c'est une question de posture professionnelle aussi. Si c'est se retrouver dans la posture de se mettre à égalité. C'est vraiment l'utopie totale. C'est vraiment l'utopie totale, voilà. Et pourquoi pas un atelier qu'avec des... Non, après ça, c'est possible, mais avec d'autres... dans le cadre de jeux de suivi en PJJ, avec leurs éducs. Mais un éduc, c'est pas un surveillant. C'est autre chose. C'est vrai, mais... Oui. Oui, j'ai une petite question sur cette histoire justement d'extérieur-intérieur. Est-ce que c'est possible dans le cadre d'un projet ou pas d'ailleurs
peut-être un projet assez long, de proposer un parcours de spectateur avec des spectacles à voir, ou au moins un spectacle à voir, de parler de sorties culturelles. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait ou pas. On demande si c'est possible de faire un parcours de spectateurs, c'est-à-dire les faire sortir pour aller voir des spectateurs. Alors moi je pense qu'en théorie c'est possible, moi je l'ai jamais fait. Mais par exemple, dans le dernier atelier que j'ai fait, on a parlé de Marius de Joël Pomera parce qu'en fait il y avait une des personnes incarcérées qui disait que Marcel Pagnol, il vient de la même ville, d'Aubagne, la ville où est né Marcel Pagnol. Et du coup, il écrivait en disant « Mais vraiment, Marcel Pagnol, c'est génial, tout ça, tu dois connaître, toi qui fais du théâtre. » Et la fille lui répondait « Bon, c'est vraiment un peu has-been, elle disait pas ça comme ça, mais bon, en gros, c'est un peu ça. Genre, pour moi, c'est vieillot, je vois pas trop comment aujourd'hui ça peut résonner, tout ça. » Et du coup, en fait, c'était le moment où il y avait au Festival d'automne Marius, du coup, de Marcel Pagnol, monté par Joël Pomera. Donc, je leur ai parlé de la pièce en leur disant ça serait intéressant que vous la voyez, tout ça. Donc, elle n'avait pas pu aller la voir monter. C'était très court dans les délais. Mais la personne qui était incarcérée me disait « Mais tu peux pas nous faire une permission de sortie pour aller la voir ?» Et c'est quelqu'un qui connaissait bien la prison, ça faisait longtemps qu'il était incarcéré. Donc, je pense qu'il l'avait déjà vécu, en fait. Alors que moi, c'est vrai que j'avais pas forcément pensé à cette possibilité. À mon avis, c'est lourd pour les établissements parce que du coup, ça veut dire tout ce protocole pour pouvoir faire sortir les personnes, trouver les surveillants qui vont accepter de faire cette sortie, déplacer les personnels, etc. C'est quand même un gros engagement, mais je pense qu'en théorie c'est possible. Après, c'est trouver le contexte où les personnes ont envie d'accompagner ça. Voilà. Moi, j'ai une question qui n'a rien à voir. Dans l'objectif de théâtralisation, comment on aborde les personnes qui parlent pas très bien français, comment on aborde le sujet d'apprendre un texte, comment on aborde le sujet de mettre en question et de changer de corps potentiellement, voilà, parce que c'est pas trop Alors, encore une question. Mais voilà, en fait, c'est vraiment comment à partir de matières documentées et de genre, ok, on a créé quelque chose, on a tous, quoi, comment ensuite on met vraiment en scène ces débats, ces questionnements, aussi de nous. Il y avait un peu au sein de la question le fait de mettre de l'intime, comment on donne de la distance à ce qu'on a pu dire de personnel. Alors, on n'a jamais fait ça en fait. C'est difficile à savoir. On va dire une question globale. Je voulais juste dire un truc avant que j'avais oublié, c'est que comme vous m'avez posé la question sur le psychologue, sur le fait que ce soit de la thérapie ou pas, moi en fait j'essaie de me dire que si je sens que la personne est en détresse, j'essaie de me dire qu'il faut me trouver un déplacement en fait, de dire là je me demande si ça va ou si ça va pas, est-ce que du coup tu as un espace pour en parler, peut-être en parler justement à la coordinatrice structurelle en disant j'ai l'impression que telle personne ça va pas, est-ce que tu as des infos, j'essaye un peu de me dire qu'il faut que quelqu'un d'autre puisse accompagner la personne si elle en a besoin, parce que nous on va rester dans le théâtre en fait. Voilà. Et alors du coup, comment est-ce qu'on se déplace? Alors il y avait une question sur l'écriture quand les personnes ne maîtrisent pas le français. Moi en fait j'ai choisi beaucoup la reformulation en fait, plutôt que d'apprendre un texte, et c'est lié à ma méthode de travail aussi, parce que du coup évidemment si on monte un texte d'un auteur et qu'on veut que ce soit dit exactement les mots, on est dans le par cœur. Et ça va être une question difficile quand même parce que j'en ai pas trop parlé, mais il y a beaucoup d'additions. J'ai dit que quand je fais beaucoup de cannabis, il y a beaucoup d'additions. Donc parfois c'est un peu plus difficile d'apprendre, on va dire. Enfin en tout cas les gens le ressentent comme ça. Moi je sais pas, je suis pas addict au cannabis, je me rends pas compte à quel point ça met en difficulté la mémoire. Mais en tout cas ça va quand même être je pense que c'est quelque chose qu'il faut amener dès le départ. En fait. Quand on veut de l'apprentissage du par cœur, il faut dire tout de suite que c'est notre objectif. Parce que comme ça, on se met dans cette situation de se dire qu'il faut aller vers ça et qu'il faut trouver une solution pour aller vers ça. Ça va pas se faire tout seul, ça c'est sûr. Et après, moi, ce que j'ai choisi d'être dans la reformulation, c'est par exemple quand on parle d'improvisation, de noter les choses. Du coup, je passe beaucoup de temps à noter, c'est fastidieux des fois et c'est bon. De noter les choses et de redire, tu sais, la dernière fois, tu avais fait ça, elle était arrivée comme ça, tu avais dit ça, tout ça. Est-ce qu'on pourrait reprendre ça? Ensuite, quand on reprend, de redire les choses, mais j'aimais bien la dernière fois comment tu le disais. Et puis là, j'ai préféré comment ça tu le disais. Et au fur et à mesure, en fait, ça construit comme un texte, mais un texte sur lequel on s'est mis d'accord, sur lequel moi j'ai écrit un peu plein de mots-clés, plein de choses. Mais voilà, on travaille avec la mémoire, mais d'une manière un peu différente, on va dire. Après, sur le costume, moi j'ai pas trop travaillé sur le costume, donc du coup je vais avoir du mal à répondre
répondre, mais juste une fois, il y avait vraiment besoin parce qu'on travaillait sur une scène de famille et il fallait qu'il y ait une mère. Et du coup, c'était un centre de détention pour hommes, donc il n'y avait pas de femmes. Et disons que la question du travestissement, c'est quand même pas forcément simple. Il y a un machisme ambiant qui est quand même assez fort. Une anti-homosexualité primaire assez forte aussi. Enfin, ça va être aussi des... ça peut devenir un sujet, mais bon, voilà, il faut avoir envie de travailler là-dessus. Mais du coup, on avait besoin d'une femme et on en a parlé un peu tout ça. Et en fait, il y avait un homme qui voulait bien se déguiser en femme. Voilà, il ne posait pas de problème. Donc du coup, il avait une perruque, tout ça. Et c'est même ça qui l'a fait sortir en fait. Parce que le juge d'application des peines ne voulait pas le faire sortir, je ne sais plus ce qu'il avait fait. Mais la coordinatrice culturelle, elle a dit ouais, mais c'est le seul qui veut bien jouer une femme et tout. Le juge a dit ok. Donc voilà, moi je pense que la question du travestissement du costume, le travestissement, ça permet de sortir de un petit tips. Mais c'est une question forte en tout cas, je pense, d'amener les gens à se modifier et tout ça. Enfin, sauf si la personne est ok d'emblée, c'est vrai que c'est voilà. Moi, je suis stylé moins 20, parce que tu as tendu la perche plusieurs fois, et vu qu'elle n'a pas été saisie, je vais poser la question de façon volontairement très naïve. Y a-t-il une particularité à une femme à intervenir en détention chez des hommes et voilà. Je voulais juste 30 secondes parce que c'est juste sur le costume. Donc moi j'étais un projet où à la fin justement on avait fait venir un costumier et qui avait pris des mesures, etc. pour vraiment faire, on faisait un faux procès. Et du coup, vraiment, tout le monde était en costume dans une représentation à l'intérieur de Bois d'Arcy. Et le fait, en fait, d'incarner complètement un juge, un avocat, etc. Et ils avaient la ballonne comme ça, ils ont fait jouer un gardien, un gardien pour faire venir un des accusés. Et tout le monde avait un énorme sourire. Vraiment, sur la question de l'incarnation, le costume, là, c'était super. Mais pour le faire, il a fallu 3 fois avoir vraiment toutes les autorisations, prévenir, et ça se fait vraiment très très en amont. Et comme tu l'as dit, au fait, tout se fait vraiment dans un projet qui est réfléchi un petit peu. On adapte, mais au fait, tout ça, le moment où il vient, c'était tel moment, etc. Et ouais, ils se sont régalés. Après, la question du procès, c'est une question, c'est quelque chose qui revient beaucoup parce que c'est je sais pas si vous avez déjà assisté à un procès, mais c'est un peu du théâtre. Comment ? J'ai été jurée. Vous avez été jurée. Bon, c'est un peu du théâtre quand même. Hein. Et ils le ressentent comme ça aussi, hein, le jugement, souvent quoi. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a vraiment un pas très facile à franchir, peut-être dans la jouissance de ce moment-là, quand c'est très théâtral, tout ça. Souvent ils ont vécu plusieurs fois, parfois de manière traumatique, parfois non. Et puis il y en a qui ont des enjeux, en fait, il y a ça aussi. Donc voilà, c'est important. J'imagine. Et du coup, sur le fait d'être une femme en détention, en fait, très honnêtement, quand j'étais plus jeune, c'était plus une question, mais après, quand j'ai commencé, du coup, j'avais 25 ans, donc je sais pas, j'étais une jeune femme, je veux dire, la question même du rapport aux hommes en général n'était pas le même que celui que je vais avoir maintenant. Donc, je me suis fait beaucoup draguer au départ, mais je pense que c'était aussi moi qui me plaçais. C'est pas que je faisais exprès du tout de me placer dans une espèce de drague. Hein. Moi, j'essayais vraiment de m'habiller. Par exemple, je peux dire des choses toutes simples, hein, ça paraît bête, mais je mettais pas des trucs où on voyait mes fesses. Voilà, je me censurais un peu au niveau de comment je m'habillais, quoi. J'essayais d'être un peu discrète. Alors, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de femmes qui étaient surveillantes. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont surveillantes. Donc, il y a quand même des femmes dans la prison. Autrefois, il n'y avait pas de femmes dans la prison, donc c'est quand même un peu spécial de rentrer dans un espace où il n'y a que des hommes, partout. Et par exemple, ça m'est arrivé de voir à Villepin, je me souviens, il y avait une CEPIP qui venait pour voir, du coup, les CEPIP, c'est souvent des femmes par contre, qui venaient pour voir le projet, je sais pas quoi. Elle avait des bottes, elle était un peu sexy, elle avait des jupes, des bottes, ça siffle dans tous les coins, tout ça. Moi, impossible que j'assume ce genre de choses. Je veux dire, je ne veux pas me mettre dans cette situation-là. Donc après, c'est chacun comment il peut vivre ces espaces-là. Et après, dans la détention, ça arrivait souvent qu'on me drague. Mais il se trouve que j'intervenais avec David, qui était mon compagnon. Donc en fait, c'est hyper facile de dire, écoute, c'est mon mec. Ça clôt un peu le débat, quoi. Voilà, donc peut-être que ça, c'est un espace de facilité pour moi et que je peux pas vraiment en parler comme si je l'avais pas vécu comme ça. Alors aujourd'hui, quand j'interviens en scène, c'est pas pareil aussi parce que j'ai pas le même âge, j'ai pas le même rapport aux hommes, et du coup, ils me draguent pas. Et s'ils le font, en fait, ça va très vite, quoi.
moi j'ai des enfants, enfin voilà, je suis vraiment popote, je sors pas. Ils se disent vraiment, c'est pas la fille, on va pas sortir une décapotable, elle va se dire, voilà, c'est pas leur genre quoi, je sais pas comment dire. Voilà, je pense que je crée pas trop de fantasmes. Et que j'essaye aussi de pas être dans cet espace-là. Enfin, c'est sûr que c'est aussi une volonté de pas être dans cet espace-là. Parce que j'ai pas trop envie d'investir ça. C'est hyper facile d'aller vers ça, c'est sûr. Mais soi-même aussi, se sentir séduite en fait, par des hommes, se dire waouh, ce parcours. Je pense que voilà, ça peut arriver en fait assez vite quoi. Oui, puis vous représentez un peu ce qui est clair de l'extérieur. Oui, la fenêtre. Cet espace, il a... Ouais. Mais ça, du coup, c'est autre chose. C'est quelque chose que je trouve super agréable. Quoi. C'est pas forcément dans la séduction. En fait, des fois, moi, ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment beau et qui est peut-être un peu différent du théâtre. C'est que si quelqu'un me confie quelque chose qui a vraiment du sens pour lui, je sais pas, une expérience qu'il a vécue, même parfois des choses liées à la peine, et que moi j'arrive à continuer à travailler avec cette personne alors que peut-être qu'elle a fait des choses hyper graves, il y a une forme de symbole de dire en fait c'est possible de se réinsérer, parce qu'en fait la question de la prison c'est la question de l'exclusion, et c'est une symbolique en fait qui est tellement forte que souvent c'est difficile aussi de revenir vers autre chose. Et je trouve que le fait de présenter à l'extérieur, il y a quand même une sorte de cérémonie de réintégration. En tout cas, moi, je le vois comme ça, parce qu'il y a une symbolique qui est très forte aussi. Enfin, le théâtre, c'est quand même un art bourgeois. Alors, s'il y a des fauteuils rouges, en fait, ça va être encore plus fort pour eux aussi, dans ce que ça représente de rentrer dans une institution culturelle. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant, en fait, de se servir de ce que ça... Voilà, de cette symbolique, en fait. Et vous ne savez pas ce qu'ils ont fait. Je vais rester encore moins jusqu'à 21h. 20h55. Ok, merci beaucoup. Vous ne savez pas. Enfin, oui, on ne sait pas. Mais après, en fait, on l'apprend parfois. Et des fois, on n'a pas envie d'apprendre aussi, évidemment, parce qu'on est déplacé un petit peu. Parfois, quand c'est des choses qui nous choquent, tout ça, mais normalement, on ne sait pas. Mais du coup, comment... Pardon, justement, j'avais une question... Ma question était de même ordre, mais du coup, comment... On parlait là justement de le regard que vous en tant que personne extérieure, quel regard ils ont sur vous, mais justement vous en général, justement quel regard on peut avoir sur ces personnes finalement qui sont, voilà, de fait comme elles sont prisonnières, de fait on sait comment on vit avec ça, comment on enseigne par rapport à ça. Je veux dire, quand on est face à ces personnes. Ouais, en fait, c'est tellement variable. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des... Je sais pas comment dire, là, on rentre vraiment dans le personnel. Enfin, pour moi, c'est-à-dire que si je sais que telle personne a fait ça, il y a des trucs qui vont me choquer, d'autres pas. Il y a des choses qui vont me gêner, d'autres pas. Il y a des choses, je vais me dire, oh là là, elle a pris 20 ans pour ça, mais franchement, c'est injuste même. Enfin, je vais me dire, ça sert à rien. On va passer tout ce temps-là en dehors de... Enfin, censé l'enfant de ça pour rien. Enfin, c'est juste... Voilà. C'est très politique aussi en fait, ce pourquoi les gens ils sont condamnés. On va beaucoup en parler, ça ils vont beaucoup en parler en fait. Ils vont beaucoup dire, eux par exemple ils ont été incarcérés pour des stupéfiants ou pour des arnaques, je crois qu'on appelle ça, des sortes d'arnaques financières, tout ça. Et ils vont dire, bah voilà, les politiciens ils font des arnaques, ils détournent de l'argent, ils vont jamais en prison. Ça va revenir beaucoup, ça, cette question-là, la question de la justice de la peine. Et c'est vrai que c'est complètement... même par exemple les hommes et les femmes ne vont pas prendre les mêmes peines pour les mêmes faits. En fait, la société juge vraiment par rapport à des critères qui sont les siens, quoi. Donc ça c'est... Je sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Mais moi je vais être gênée par certains trucs et je vais essayer de m'en détacher et me dire ok, voilà, je sais mais j'ai pas envie de savoir. Après il y a aussi ce que tu disais au début, ce que tu posais dans le cadre de la fin. Je sais pas, que moi je retrouve aussi de dire en fait voilà, on est là, on est réunis tous ensemble autour du fait donc on va faire un atelier théâtre, on va travailler là-dessus, et c'est ça qui nous intéresse, comment tu t'appelles, et que la question de la rencontre elle se fait là. On n'est pas dupe on est dans un cadre particulier, on va pas faire semblant de ne pas, mais en fait ce qui nous réunit c'est pas le cadre, c'est deux personnes pour faire quelque chose quoi. Tu dis de la pratique artistique et tu dis c'est ça, c'est pour ça que vous êtes là, parce que des personnes quand même
pense, la plupart du temps, demandent au fait sur un projet. Oui, en fait, souvent ils s'inscrivent. Ouais. C'est des affiches qui sont mises en détention, ils s'inscrivent et après la coordinatrice culturelle, elle fait un choix en fait en fonction des classes, en fonction de. Elle peut demander conseil aussi au CPIP en fait, voilà, les personnes qui les suivent. Mais normalement, c'est un choix de départ. Donc déjà, c'est des gens qui ont envie d'être là, oui, d'une certaine façon. Bon, après, parfois, ils savent pas ce qu'ils vont faire hein, du tout, mais ouais. Moi, c'était juste que je voulais savoir à quel endroit, après c'est plus personnel que question, où est-ce que ça vous avait justement déplacé, vous parlez de déplacement intérieur, qu'est-ce que ça a changé en vous de cette pratique-là, même dans votre geste artistique, aussi dans vos créations, est-ce que ça a inspiré des choses, est-ce que... Bah oui, c'est sûr qu'en fait, ça a vraiment complètement modifié ma manière de faire du théâtre, quoi. Je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était les gens, que ce qui m'intéressait, c'était de donner la parole. Du coup, que j'allais me poser plein de questions là-dessus, en fait, sur qu'est-ce que c'est donner la parole, comment est-ce qu'on peut le faire, comment est-ce qu'on peut travailler aussi sur du non-dit, parce qu'il n'y a pas que la parole, il y a aussi ce qui se passe autour, en fait, dans le non-verbal, en fait, dans la rencontre. Enfin, plein de choses, du coup, qui ont été fondamentales, quoi, et qui font qu'aujourd'hui, à chaque fois que je pense à un projet, je me dis que j'ai envie qu'il y ait une personne qui soit pas professionnelle, qui vienne avec son expertise, en fait, sur un sujet. J'aurais jamais imaginé faire ça au départ, en fait. Et aussi, moi, je pense que dans un sens, je me sens plus remise à ma place et remise en question quand je travaille avec des non-professionnels, parce qu'ils posent des questions sur le théâtre que ne posent pas les professionnels, qui m'intéressent et qui, je trouve, vont à l'essentiel, en fait. Alors, je ne sais pas si je t'ai répondu à votre question, mais après, au niveau intime, franchement, ça peut être très déplaçant, les ateliers en prison. Moi, par exemple, aussi, j'essaie de participer autant que possible. Par exemple, quand c'est des impros, souvent je participe, tout ça. Parce qu'en fait, j'essaye de me mettre dans la même posture que celle que je propose. J'essaye de comprendre ce que je propose, j'essaie de... Et aussi un peu de démystifier le fait d'être professionnel. Enfin, du coup, j'essaye des trucs, c'est pas toujours réussi, tout ça. Enfin, et ça, tout ça, ça s'est fait progressivement. Enfin, c'est parce que je suis intervenue en prison que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait aussi une question de... Enfin, qu'il fallait se poser la question de l'égalité, au fond de la posture. Et même, je me souviens que c'était une discussion avec David à un moment donné qui m'a fait réfléchir. Je m'en vraiment souvenir là maintenant. Mais après, il y a plein de choses. Mais en fait, voilà, c'est un parcours tout ça. Mais oui, bien sûr que ça a vraiment complètement changé ma manière de faire du théâtre et que je ne perçois pas du tout de la même manière. Et que je crois que... Enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais peut-être c'est la question de l'invisibilité, c'est la question du non-dit que j'ai trouvé passionnante là-dedans, en fait. Et qui fait que je me suis dit, mais en fait c'est ça, sinon ça n'a pas trop de sens, quoi. Si on peut parler toujours les mêmes personnes, voilà. Merci. Eh ben, merci pour les conclusions. On va s'arrêter là-dessus. Je suis désolé, Ahmed, t'avais encore une question, mais on va demander d'arrêter. Bravo, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci.